me welcome to the stage President of Marvel Studios, Kevin Feige! Hello, everybody. Hello, Hall H. Now, I could spend 90 minutes talking about what we've done, or I could spend some time talking about what we're about to do. Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour ce nouveau hors-série consacré à la San Diego Comic Con et à un petit bilan que je ne vais pas faire tout seul puisqu'aujourd'hui je suis accompagné de Guigui. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Super. Merci de m'avoir invité. Mais je t'en prie. J'avais fort envie de parler avec toi de Star Trek, enfin de Picard, et on va y venir en milieu de podcast. Ouais, super. Et avec nous, il y a République. Hello, merci de m'inviter Manu pour ce petit débrief, ça fait plaisir. Comment ça va? Bah écoute, tranquille, j'ai passé ma San Diego Comic Con au bord d'une piscine dans la belle famille avec le petit wifi, tu vois, pour actualiser les actus. Donc, T'es en vacances toi? Non, c'était juste pour le week-end. La belle vie quoi. Mais ça change des samedis soirs passés à la rédac, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, ouais. Tu sais que moi j'ai jamais fait une San Diego Comic Con rédac parce que j'étais tout le temps en vacances. Ah bah grand bien t'en face. C'était le bon plan. C'est plusieurs années de vie que tu as gagné, je crois. Je pense aussi. Ouais, bah écoutez, on va entrer dans le vif du sujet avec une première partie comics et une première partie qui, je pense, sera pas très longue puisque le constat que moi j'ai fait, et je le fais depuis plusieurs années, je sais pas ce que vous en pensez, c'est qu'il commence à y avoir un petit C en trop dans SDCC. Parce que la partie comics commence à être complètement abandonnée. Moi, j'ai remarqué que les annonces, les principales annonces qu'on a, on les a en octobre à la New York Comic Con maintenant. Et cette année, c'était très triste. Hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, Répu. Bah écoute, effectivement, ce constat, on le fait depuis quelques années. En tout cas, depuis du côté des annonces, pardon, il y a, je pense, un vrai truc qui s'est passé il y a quelques années et chaque nouvelle édition nous donne pas forcément en tort. C'est que c'est pas forcément là qu'on va faire les annonces les plus dingues, où on va prendre le temps de parler avec les créateurs, etc. Après, je pense que sur place, il y a toujours des choses à voir. Tout le monde, enfin, je dirais pas tout le monde des comics, mais il y a quand même une grande partie des artistes et des éditeurs qui vont faire le déplacement, avoir des conférences sur place et tout. Donc, c'est peut-être plus réservé aux gens qui sont sur place que à Internet qui surveille avec impatience des gros effets d'annonces sur des séries ou des relaunchs ou des trucs, l'annonce de nouveaux scénaristes et ou dessinateurs. Mais je trouve que même la New York Comic Con a aussi perdu de sa superbe là-dessus. Donc c'est peut-être aussi que de toute façon, ces news-là, qu'est-ce qu'elles peuvent prétendre faire en termes d'impact médiatique, malheureusement. Je suis pas pour, hein, mais le constat est là, c'est que si 2 heures après tu as Marvel Studios qui dévoile sa phase 4, bonne chance pour que les gens parlent de ton relaunch X-Men ou de ta nouvelle série avec Tom King par exemple. Encore que Tom King a eu des Eisner Awards et on a beaucoup parlé de lui ce week-end. À propos des Eisner Awards, on a quand même eu Pénélope Bagieux qui en a eu un pour les culottés, donc cocorico quoi. Oui, une française comme dirait CNews ou je ne sais plus quel site. Donc c'est vrai que comme tu dis, c'est la partie bande dessinée, elle est vraiment visible, peut-être vivable pour les gens, les professionnels qui sont sur le lieu. Mais quand même en France, moi j'ai vu des sites internet spécialisés dans la littérature ou la culture en général qui parlent pas du tout de comics en règle générale et encore moins de la Comic Con San Diego, qui là du coup se sont fendus d'un petit article. Donc peut-être qu'il y a un glissement qui est en train de s'opérer, pas dans ce qu'on a l'habitude de voir, mais peut-être pour un effet plus grand public. Bah après, c'est plutôt cool qu'on ait pu parler de ça, effectivement, et si ça a ramené un petit peu la balance vers l'équilibre, pourquoi pas. Après, je pense que c'est surtout parce que voilà, c'est Pénélope Bagieux et que ça fait du bruit, enfin, j'ai rien contre elle, etc. Mais bien au contraire, je suis hyper content. Mais je pense que malheureusement, ce n'est qu'une exception et celle qui confirmera la règle. Mais bon, rendez-vous en 2020, hein, voilà. On en reparlera, ouais. Oui, pour l'écho en France, en tout cas, c'est parce qu'il y avait une Française dans le lot, Pénélope Bagieux. Ouais. Mais à part ça, moi j'ai surtout l'impression que les news, c'est déjà des trucs qui sont attendus et qui sont dévoilés quelques jours avant en général. Même. Oui, souvent c'est... J'ai pas eu grande surprise cette année, quoi. Ouais, moi non plus, je t'avouerai. Bah écoutez, on va rentrer dans le cœur du sujet avec... alors j'ai sélectionné... déjà, il n'y a pas d'indé, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui est ressorti en indé de cette Comic-Con. Hein. Je pense vraiment qu'ils attendent... ils vont faire leur planning à côté. J'ai sélectionné 4 news Marvel et 2 ou 3 d'ici.
Et côté Marvel, c'est là qu'on a les plus gros trucs, je pense. Mais ça reste très attendu, puisque la plus grosse annonce, c'est toutes les séries X-Men de l'ère Jonathan Hickman qui arrive en fin d'été avec House of X et Power of X chez Marvel pour remettre à niveau la ligne mutante, et ce qui va déboucher sur un ensemble de titres. Donc on va les passer rapidement en revue. Donc House of X, Power of X, je sais plus c'est quoi, c'est une dizaine de numéros chacune, quelque chose comme ça. Ça va amener sur un chamboulement de l'univers mutant. Alors c'est un peu particulier les annonces qui ont été faites, puisque au final on essaye de nous utiliser un contexte de nouveau monde pour les mutants, sans nous spoiler comment finissent House of X, Power of X, donc on n'a pas trop le contexte. Par contre on sait qu'il y a un certain nombre de séries. Donc on va avoir X-Men par Jonathan Hickman justement, et Helen Liu, une team qui va être menée par Cyclops, donc une team à l'ancienne. Moi c'est un titre qui me chauffe bien parce qu'un retour d'un bon Cyclops, j'espère, et Hickman au scénario. Et Hickman, je sais plus ton avis sur ces Avengers, je crois que t'étais pas très chaud à l'époque, hein. Moi je suis un Hickman sexuel, tu le sais bien. Je sais bien. Après, pour rien vous cacher, moi j'ai jamais vraiment accroché aux X-Men, éditorialement parlant. En fait, j'ai toujours un peu l'impression qu'on est. C'est vrai que toutes les séries de comics, en tout cas de super-héros, ont toujours tendance à faire, à fonctionner de manière cyclique, mais je trouve que les X-Men sont particulièrement victimes de ça. Et qui que soit l'auteur derrière, j'ai toujours un peu l'impression de lire la même chose. Et donc en fait, quand Hickman a été annoncé dessus, je me suis dit ok, il va forcément avoir un parti pris, quitte à ce qu'il soit un peu intellectuel ou pas à mon goût, qui va me faire au moins lire les premiers titres. C'est-à-dire que vraiment je vais avoir une curiosité, pas forcément pour la famille de super-héros, mais au moins l'arrivée d'un mec qui a un nom et qui va, j'espère, un peu mettre sa griffe sur tout ça, quoi. Il annonce quelque chose de très scientifique, hein. Et là où on a l'habitude d'avoir du soap plutôt chez les X-Men, Ouais. là je m'attends à pas mal de, tu vois, un peu ce qu'il a tripoté avec ses Avengers, quelque chose d'un peu pointu, quoi. Ok, à la rigueur, pourquoi pas. Enfin, le seul titre X-Men que je lis encore, c'est X-Force, et c'est parce que j'aime beaucoup Ed Brisson, mais qui est toujours impliqué d'ailleurs dans le projet. Il y aura une série X-Force d'ailleurs, et c'est Ben Percy qui la reprend. Ouais, là aussi, très chaud. Et ça me chauffe aussi parce que Ben Percy, plutôt bon scénariste. Puis j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Je sais plus depuis quand je l'ai pas lu, chez DC avec ses Green Arrow et compagnie, quoi. C'est Joshua Cassara au dessin. Et on va voir Beast, Jean Grey, Sedge, Wolverine, Kid Omega et Domino. Donc grosse team quand même pour la X-Force. Sympa, ouais. Donc, je pense que ça devrait être pas mal. On a une couverture de Dustin Weaver, donc c'est toujours beau. On a une autre série à la X-Force qui s'appelle Fallen Angels, par Brian Edward Hill et Shimon Kudranski. Ça a l'air d'être une X-Force-like, peut-être un peu plus bourrine. En plus avec Kudranski, ça risque d'être un peu glauque, un peu sombre dans le ton. Là, je t'avoue, ça me vend pas du rêve. Je sais pas vers quoi ça va aller, mais quand t'as un titre X-Force à côté, je sais pas s'il y a besoin de faire un X-Force-like avec Psylocke, à la rigueur, mets-la dans X-Force, quoi. Mais ouais, ça vend pas du rêve. Et après, on a 3 autres séries. On a Excalibur de Tiny Howard et Marcus To. Donc là, il risque d'y avoir du multivers, c'est sûr. Je crois que c'est annoncé d'ailleurs, avec Captain Britain, Rogue, Jubilee, Rictor, Gambit, Apocalypse. Donc là, je pense que ça peut être un peu lourd comme série. En plus, si ça tape du... Alors, ça parle de multivers et de monde magique et mystique. Donc, je pense qu'il y a moyen que ça tape quelque chose de bien. Marauders de Gary Degan et Matteo Lolli. Alors, Gary Degan, moi, j'en ai un peu jusqu'au-dessus de la tête depuis un moment. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Il y a beaucoup de fans de Marvel qui ont accroché à ses runs. Moi, j'ai décroché il y a longtemps, quoi. Je sais pas, j'aime pas trop son style et vers où il va. Moi, il y a des coups de Russell Dotterman, donc on verra. Après, l'équipe, c'est du coup Storm, Pyro, Bishop, Iceman. Ouais, ils ont un peu éclaté tous les X-Men un peu partout. Je trouve que c'est un peu dommage de pas avoir une core team éventuellement très large, tu vois. Parce que j'ai vu qu'ils ont fait un panneau avec tous les mutants qui allaient intervenir dans les équipes, et il y a globalement tous les mutants. Après un run de Rosenberg là, qui vient de s'arrêter avec Uncanny X-Men 22, qui était assez horrible à lire et qui a tué pas mal de mutants, là tous ceux qui sont morts reviennent à la vie, à peu priori, j'ai l'impression. Donc je me demande à quoi ça va ressembler au Sofx Power of X, mais
Tu vois, quand tu disais que tu lis pas depuis longtemps les mutants, en plus, tous les auteurs se cassent les dents dessus, donc ça fait un peu peur. Bah Et ouais, du ouais. coup, tous les runs des auteurs sont oubliés les uns après les autres et tout est mis à la poubelle pour repartir de zéro. Donc j'ai l'impression que c'est complètement le cas ici. Et la dernière série, c'est encore par Jonathan Hickman avec Ed Brisson et Rod Reis. Donc là, je suis très chaud. Ouais, c'est chaud là. C'est New Mutants avec Sunspot, Wolfsbane, Mirage, Karma, Magic et Cypher. Ouais, je suis C'est plutôt plutôt très lourd, chaud. hein. C'est plutôt un gros casting. Ouais, donc dans l'histoire, il y avoir 7 séries, il y en a 3 qui me bottent. Tu vois, autant l'arrivée d'Hickman, ça m'a bien chauffé. Autant le fait que direct ça se redisperse sur 7 titres, je trouve ça trop, quoi. 7 titres, c'est beaucoup. Après, peut-être que ça fait partie, entre guillemets, de la proposition. Et à voir si, du coup, ils peuvent la tenir sur 7 titres. Et comme ça, d'emblée, alors que, comme tu dis, les candidats précédents sont un peu ramassés. Franchement, à voir. Mais en l'état, vu que je lis qu'une seule série X-Men en ce moment, si j'en lis déjà 2, j'aurais doublé mon investissement. Ouais, mais tu vois, quand il s'occupait des Vengeurs, il avait Avengers, New Avengers et après Avengers World. Ouais, ça restait encore. Tu vois, c'était plutôt clean, quoi. Ouais. Là j'ai l'impression que ça va repartir en couille assez rapidement. Effectivement, je ne peux le nier. Bon, on va voir. On passe à la suite. Et la suite, c'est que Marvel va capitaliser sur les noms qu'on connaît et va amener un retour de Annihilation, donc avec un retour d'Annihilus sûrement, hein. Et avec Donny Cates, a priori, je pense au scénario, ou qui va chapeauter le truc. Là, ça me chauffe pas mal. Je sais que toi, tu es fan de Donny Cates. J'aime beaucoup Donny Cates. Après, je trouve que de ce qu'il a fait chez Marvel depuis j'allais dire sa prise de pouvoir, il y a un peu de ça parce que j'ai un peu l'impression qu'il est partout. Donc là, ils se sont un peu calmés sur les annonces récemment, mais de tout ce qu'il a fait, je trouve que Guardians of Galaxy, c'est le titre qui est pour l'instant le plus en pilotage automatique. Donc, et où j'ai vraiment l'impression de lire un truc un peu proche de l'ambiance Amnet Lanning, et du coup le retour d'Annihilus va totalement dans ce sens-là, mais je suis pas hyper surpris. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Ah ouais, non, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il construit un truc assez solide. Il se crée son petit univers au sein de Marvel, tu vois. Ouais, donc après, pourquoi pas. Il y a une logique, quoi. Ouais, parce que c'est un peu des trucs que je disais, toute proportion gardée, parce qu'il avait pas autant de séries quand il est arrivé, mais quand Tom King est arrivé chez DC et qu'il faisait ses premiers titres Batman, j'avais l'impression de voir un truc en mode, tu vois, genre les arcs en 5 ou 4 numéros, tout était plus ou moins attendu, ou tu savais pas trop où ça allait. Il y avait une mise en place qui était assez longue, donc peut-être qu'il va faire quelque chose comme ça. C'est parce que c'est un arc de 100 numéros pour Tom King. Oui, au final, il y a ça. Mais bon, qui sait, peut-être qu'au total, tous les titres cosmiques de ce bon Donny Cates feront une centaine de numéros, parce qu'on a déjà eu Thanos et Cosmic Ghost Rider. Il me semble que c'était lui. Je sais plus si c'était lui. En tout cas, il apparaissait dans Thanos. Donc, à voir. Je suis pas spécialement chaud, mais j'y jetterai un œil pour sûr. Ouais, moi c'est un peu pareil. Ok. C'est un peu pareil pour 2099. Alors je suis même pas sûr qu'on sache qui. Je crois pas qu'on sache. Non, c'est juste une annonce. Enfin, pour les deux d'ailleurs, je crois que c'était un peu en mode. Ouais, ça. C'est effet Donc d'annonce. une 2099 en jouant sur le fait que ça fait 80 ans que Timely a été créé, l'ancêtre de Marvel, et que 2099 c'est exactement dans 80 ans. Donc voilà, ils se placent au milieu, ils vont relancer leur série. Alors c'est pas comme si elle était morte il y a longtemps. On a eu un run de Peter David il y a 4-5 ans, qui était sympa, qui était pas mal. Mais là en plus c'est l'occasion avec une certaine scène post-générique récente de rejouer sur Miguel O'Hara. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais j'ai un peu l'impression que voilà, on essaye toujours de puiser dans les années 80-90 et essayer de ramener des trucs qui ont marché avant plutôt que d'essayer de créer quelque chose. Ça me désole un peu. Je suis un peu triste du constat de ces deux premières news Marvel.
Ouais, j'irai dans ton sens. Je vais checker 2099 parce que j'aime bien le concept et tout, mais j'ai un peu l'impression que, enfin, c'est même d'ailleurs totalement ça. C'est le Batman Beyond de Marvel aussi d'un point de vue éditorial. C'est-à-dire c'est le truc qui revient comme ça de temps à autre en disant vous vous souvenez, on a ce truc-là, c'est vachement cool. Et les séries sont jamais bien, elles durent jamais très longtemps, elles ont jamais vraiment une ambition digne de ce nom, quoi. Donc, ma foi, je suis pas non plus. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Ouais. Et on continue avec des trucs toujours pas exceptionnels. Hein. Ouais. Deux annonces de séries Spider-Man. Une première, ça capitalise sur Spider-Verse parce que le film a bien marché, parce que les comics ont bien marché. À la base, faut rappeler que c'est un crossover énorme de l'univers Spider-Man. On va avoir une nouvelle série qui va mettre en avant Miles Morales qui tombe dans un portail interdimensionnel et du coup qui va aller voyager dans le multivers. Inédit. Pourquoi pas? Non, complètement pas inédit, et pourquoi pas? Alors, c'est toujours capitaliser sur des trucs qui marchent et rien inventer de nouveau. Après, c'est mettre en avant Miles Morales. Je trouve que c'est une bonne chose parce que le personnage est bon quand il est bien mené. Je dois avouer que j'ai pas encore lu cette dernière série solo. Je le lis dans Champions par exemple. Mais, La dernière série solo est assez cool. Je pense tient plus pour ses dessins et l'ambiance un peu, pour le dire hyper rapidement et vulgairement, un peu hip-hop. Il taffe quand même un petit peu sur je sais pas, les couleurs, la mise en scène et tout. Enfin, c'est assez frais, ça se distingue pas mal du Spider-Man assez classique qu'ils font de l'autre côté avec Nick Spencer. Mais les enjeux, je trouve, sont hyper limités, quoi. C'est pas... Enfin, tu vois, c'est un titre que je lis tous les mois et au cours du mois suivant, je l'oublie et après, je me dis, ah ouais, c'est vrai, il y a un nouvel épisode de Miles Morales. Mais il n'y a pas la même volonté qu'à une époque. Même quand il y a eu Bendis et Pikeli qui sont revenus sur le perso, j'avais l'impression qu'il y avait quand même plus d'énergie derrière. Après, je veux pas leur jeter la pierre parce que le titre, je pense, il est correct. Mais si tu veux vraiment un truc qui te le fait acheter tous les mois, c'est pas forcément the série, quoi. Ok. Et la deuxième série, c'est un spin-off de Amazing Spider-Man, c'est Amazing Mary Jane. Alors c'est marrant parce que j'ai lu en commentaire le premier truc que j'ai pensé en lisant la news, c'est tiens, il y a Lois Lane qui arrive chez DC, il lance Mary Jane chez Marvel. Et du coup qui va traiter du personnage et qui promet, alors attends, je te lis j'ai pris la news Comics Blog, hein, je me suis pas mal basé sur Comics Blog, la famille, tout ça. La MIF. Une histoire qui mêlera mystère, glamour, illusion et hypocrisie hollywoodienne. Donc un petit côté soap avec Mary Jane, ça peut bien marcher. C'est par Leah Williams, par contre, qui a écrit Edge of X-Men, Extremist et Giant Man. J'ai pas lu parce que j'ai eu que des mauvais retours sur Edge of X-Men. Ouais. Donc ça doit être une mini-série. Et Giant Man, ça doit être dans War of Realms, je pense. Ça doit être la série récente. Aucune J'ai pas idée. tout vu de War of Realms, donc je sais pas ce que ça donne. On verra. Et Carlos Gomez au dessin. C'est des mini-séries dans tous les cas, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est 2 mini-séries. Je crois que la première c'est 6 numéros, celle-ci ça doit être quelque chose comme ça aussi. Donc au pire ça fera pas mal au portefeuille pour un autant si jamais c'est mauvais. Dans le meilleur des cas ça serait une bonne surprise. Donc on verra, mais toujours rien d'exceptionnel. Et voilà, c'est peut-être presque mon chouchou de tout ce panel. Malheureusement, il y a Salvador Larroca dans l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Salvador Larroca. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé, hein, mais toi, t'as connu sur Star Wars. J'ai connu, j'ai donné, frère. Tu connais le Salvador Larroca des années 2010. Non, ouais, il faut l'arrêter. Il faut le trouver, le traquer et l'enfermer. Et du coup, la série, c'est une ongoing sur Doctor Doom. Alors là, je suis plutôt chaud du coup, parce que c'est une ongoing sur Doctor Doom et que c'est Christopher Cantwell qui est au scénario. Donc en comics, c'est She Could Fly. Je sais pas si t'as lu She Could Fly. J'ai pas lu la deuxième mini-série, mais la première. Ça me dit rien du tout. Et c'est surtout le créateur de Halt and Catch Fire. Ah oui. Et que toi t'adores en plus. Enfin là, c'est 100%. Exactement. Ouais. C'est très Manucore cette news. 100% moi, ouais. Enfin bon, faudrait enlever. Coup, faudrait enlever Salvador Larroca quand même. Ça serait bien. Voilà, c'était ma première news enthousiaste, si ce n'est Salvador Larroca. Je suis un peu deg. Ouais. Franchement, c'est ouais. Je sais pas que je le vis mal. Bah d'ailleurs, c'est lui qui a dessiné la fin de, enfin qui dessinait Uncanny X-Men là. Et c'était dégueulasse. Et il faut le savoir. Ah oui, je pense que les gens le savent. On passe chez DC
chez DC où Tom King est roi. Pas mal. Pas mal. Hein. Avec une nouvelle maxi-série comme il les fait si bien. En fait, il enchaîne les maxi-séries en 12 numéros. Hein. Je pense que c'est son truc. Une série, 1 an, c'est très bien. En plus de Batman à côté, qui est plutôt pas mal. Tu lis toujours Batman, toi? Ouais, j'ai pas arrêté. Et ça se... Et t'avais lu Mister Miracle? Bien sûr, qui est sorti d'ailleurs récemment chez Urban Comics si vous voulez le choper en VF. Ouais, fin mai, je crois. Ouais. J'ai pas forcément de mea culpa à le faire parce que je crois pas non plus lui avoir jeté la pierre trop fort. Mais c'est vrai que Tom King, sur la durée, a su vraiment m'épater, quoi. Je trouve que son run part dans tous les sens, mais qu'il arrive à raccrocher les wagons. Parfois 15, j'ai même envie de dire 20 numéros derrière. Et je pense que c'est un talent qui n'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, je salue cette perf. Et moi qui ai arrêté au run de Snyder et de Capullo, par exemple, est-ce que ça vaut le coup que je reprenne? Sachant que du coup, j'ai raté énormément de choses. Ah ouais, t'as raté énormément de choses. Après, là, on est rendu au 75, je crois qu'il sort cette semaine. Il est sorti même déjà. Hein. C'était la semaine dernière, je crois. Il est sorti? C'était la semaine dernière? Ouais. Ok, je suis pas passé encore chez Apple. C'est très décompressé comme récit, tu verras. Par contre, dans l'ensemble, c'est une grande histoire sur 100 numéros. C'est annoncé comme un run. Mais c'est très bon. Limite, le truc, c'est que c'est lent au début, faut s'accrocher. Limite, vu que faut attendre de voir où il va. Ouais, voilà, j'allais dire, limite, vu que les 3/4 sont sortis, attends le numéro 100, quelqu'un fera la conclusion de si c'était bien ou non, et puis tu pourras toujours te rattraper le truc. Ça marche. Oh non, mais moi je te dis tout de suite, c'est bien. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bien. Mais... C'était bien pendant 75 Non, mais République a raison, je vais attendre le 100e et on verra. Non, mais tu vas te faire spoiler. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ouais, mais dans tous les cas, il sera spoilé. Enfin, je veux dire, tu vois, même s'il est au 99 au moment où le 100 sort, il sera niqué. Parce que on se T'as arrêté à la toute fin du run de Snyder? Ouais. Ok, parce que la transition était pas simple en plus. Non, ça m'a du coup complètement découragé. Hein. Ouais, ok. Mais écoute, franchement, si t'as l'occasion, jette-toi dedans. Je pense que tu peux aimer. Ok, je note. Et du coup, revenons-en à Tom King, qui avec Mitch Gerads, comme d'habitude, j'ai envie de dire, même si c'est pas tout le temps vrai, mais c'est avec lui qui fait les meilleurs, va faire une série Adam Strange. Et il est pas tout seul, Mitch Gerads, puisqu'il y aura aussi Evan Shanner. Alors, on sait pas encore dans quelle proportion, comment ça va jouer. On sait cependant que... Ah ouais, je t'ai pas dit, mais si je t'ai dit que c'était Adam Strange. On sait qu'il y a 2 covers qui sont sortis, une par Shanner, une par Gerads, et que les deux jouent sur totalement ambiances différentes. Donc ça peut être encore un comic book bipolaire à la Mister Miracle. Moi, j'attends que ça. Du coup, c'est sur Adam Strange, qui est un perso qu'on voit... pas forcément super développé chez DC. Hein. Je sais plus la dernière fois que je l'ai vu, mais ça devait être dans un Superman récemment où la Terre disparaît, un truc comme ça. Tu sais, quand il y a Zod qui se ramène et il trouve Adam Strange et la Terre, elle a été emmenée, je sais plus où. Enfin bref, c'est un perso très pulp, très années 70, qui est plutôt sympa. En plus, il y a toute la backstory de Ran, qui est très intéressante, mais qui s'est embourbée dans de la continuité à n'en plus finir. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce qui va se faire. Ça, c'est ma vraie news comics de la SDCC, hein, même si je suis pas sûr qu'elle a été sortie. Je pense qu'elles sont toutes sorties avant quasiment. Quoique non, ça a l'air de dater du 21 juillet, donc ça a l'air encore d'être de la SDCC. Ouais, je suis plutôt chaud. Moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Toi d'ailleurs, vas-y. Non, tu voulais poser quoi comme question? Non, je voulais demander à Guigui s'il avait lu des runs de Tom King, des maxi-séries. Que ce soit Vision, Mister Miracle, alors là, non, pas Sheriff du tout. of Babylon. Alors, non, ce qui est Marvel, moi j'ai lâché l'affaire il y a tellement longtemps. Je crois que le dernier truc que j'ai lu c'était One More Day. Donc, Ouais, chez Marvel il a fait ça, il a fait Vision, mais après il est arrivé chez DC et il a lâché quelques trucs. Il a fait Omega Man aussi. Pour être tout à fait honnête, je suis plus Image que DC et Marvel. Donc c'est pas mal. J'ai lâché quand même beaucoup de trucs, déjà à cause du portefeuille. Hein. Puis parce que tout simplement la lassitude des grandes maisons m'a gagné, quoi. Et je préfère vraiment des trucs indés plus sympas, quoi. Ok. À la rigueur, les maxi-séries de Tom King, c'est de l'indé chez des grosses majors, tu vois. Ok. Je pourrais te le vendre comme ça. Ouais, c'est bien vendu. C'est bien vendu. Et du coup, République, qu'est-ce que t'en penses? Je suis chaud, je pense que ça va être dans la continuité de Mister Miracle. J'aime bien quand il s'approprie ses persos un peu, j'allais dire foireux pour notre époque en tout cas.
et qu'il en fait un truc. Bon, c'était un petit peu dépressif, Mister Miracle sur les bords, mais c'était la beauté de la série. Je pense qu'Adam Strange, ça sera dépressif aussi. Ouais. Non, mais je suis là pour la dépressif money, il n'y a pas de problème. Et donc, effectivement, je suis super curieux. Après, ça m'a rappelé un truc, c'est que je crois qu'ils avaient teasé un moment avec Mitch Gerrard une suite ou une sorte de spin-off de Sheriff of Babylon, qui est pour moi l'une des meilleures séries qu'ils ont fait. Alors après, faut aimer les thrillers / militaires ou politiques, mais vraiment j'avais trouvé que c'était hyper lourd, et ce truc-là, on n'en a aucune nouvelle, et je me demande où c'est passé. Est-ce que c'est parce que il a cette position chez DC qui fait que il a aussi été débauché pour écrire le film avec Ava DuVernay, New Gods, voilà, c'est ça. Et c'était chez DC ou Vertigo, Sheriff of Babylon? C'était pas chez Vertigo? Ah, c'était chez Vertigo, ouais, tu marques un point. Ça se trouve, avec la fin du label, ils sont en train de rebattre les cartes, quoi. Ouais, mais ouais. Bon, après, c'est possible que ça revienne sous une autre forme, je vais pas perdre espoir tout de suite. Ok. Mais je suis chaud en tout cas. Ok. Bah, pour moi, c'est meilleure news de DCC niveau comics, hein, largement. Ouais, lourd. Toujours chez DC, et là, c'est pareil, hein, il y a un bon côté, un mauvais côté. On a Warren Ellis qui arrive sur une maxi-série Batman's Grave, et il arrive avec Brian Hitch au dessin. Ouais. Et Brian Hitch, alors moi, quand j'ai commencé les comics, j'ai lu assez rapidement Ultimates et compagnie. Donc voilà, hein, j'étais vendu à Brian Hitch à l'époque, sauf que depuis, il a fait un run de Justice League épouvantable. J'ai commencé, j'ai jamais réussi à finir. Et je me suis dégoûté de Brian Hitch. Donc après, les premières images sont pas non plus totalement dégueu. On verra comment c'est ancré, coloré, hein, parce que ça reste super important. Mais c'est Warren Ellis, donc je pense que je vais me laisser tenter. Donc je sais pas exactement, on ne sait pas exactement dans quel contexte de continuité ça va se passer. Ce qu'on sait, c'est que, ce qui est annoncé, c'est un Batman encore plus tourmenté que d'habitude. Donc pas Warren Ellis, je suis quand même été surpris, mais bon, chaud quand même. Qui va beaucoup trop s'identifier aux victimes des meurtres sur lesquels il enquête. Donc on va voir dans quoi ça va le laisser tomber, sûrement dans une tourmente épouvantable. Donc ça donne plutôt envie, en vrai, hein. J'attends de voir d'un point de vue graphique, mais je pense que là, c'est pas Salvador Larroca, je vais réussir à faire abstraction. Brian Hitch, c'est quand même pas si horrible que ça, et bien mené en prenant son temps. Je pense qu'il y a moyen que ce soit quelque chose de bien. Qu'est-ce que t'en penses, République? Je suis assez mitigé en fait. En fait, je suis super content qu'il fasse ce truc-là. J'imagine que ce sera dans DC Black Label. Je trouve ça dommage en fait que ce label justement ait vachement de mal à s'extraire de Batman et des pitchs à base de... Alors c'est Batman mais encore plus dark qu'avant. Donc on se souvient de l'affaire de la quéquette à Batman, de Batman qui est pas politique, de tous ces titres Batman géniaux qu'on a eu récemment dans ce label. Géniaux On a Curse of the White Knight qui arrive bientôt. Ah bah oui, là je me régale. Mais voilà, j'ai un petit peu, avec plus ou moins d'ironie et de nonchalance, j'ai un peu de mal avec certains de leurs choix là-dessus. Dans cette catégorie-là, je trouve qu'ils pourraient mieux faire en fait pour faire simple. Maintenant, comme tu disais, on est sur du Warren Ellis, Brian Hitch, ça méritera le coup d'œil. On va pas cracher dans la soupe. Ok. Bon, une petite news pour finir, enfin petite. Toujours chez DC, il y a les Birds of Prey qui reviennent en octobre par Brian Azzarello et Emanuela Lupacchino. Donc Brian Azzarello, ça fait un moment qu'on l'a pas vu chez DC, je crois. Il était parti chez Aftershock ou un truc comme ça. Je sais pas trop ce qu'il a fait ces temps-ci. Il a fait justement le Batman Damn. Oui, c'est lui. Le dernier titre sur lequel je l'ai vu, moi, c'est Faceless chez Aftershock, il me semble. Qui est une série en cours. Sinon, voilà, chez DC, la trace qu'il a laissée pour moi, c'était son Batman de Flashpoint et son run de Wonder Woman. Je suis super surpris qu'il arrive sur les Birds of Prey, je t'avoue. Ouais. Je sens le truc grim and gritty, sachant qu'en plus c'est Huntress, Harley Quinn et Black Canary. Donc pour avoir une équipe qui colle en plus avec le film qui va sortir. Il sort quand d'ailleurs, l'année prochaine. Ouais.
Je sens le titre un peu grim and gritty. On verra. Après, Emanuela Lupacchino au dessin, c'est toujours beau. Par contre, Azzarello Lupacchino, j'aurais pas fait l'association, tu vois, parce que c'est un peu l'ombre et la lumière. Mais je suis plutôt curieux. Donc le premier, il sort le 30 octobre. On verra ce que ça donne. Je pense que je vais lui laisser sa chance, mais il y a des chances qu'après 3 numéros, je trouve ça nul. C'est le genre de série sur lequel il y a des grandes chances que ça arrive. Mais ouais, je suis dubitatif. T'as quelque chose à dire sur le titre ou pas ? Non, je suis pareil que toi. Ouais. Pareil que toi. Ok. Eh ben écoutez, on en a fini avec les comics. On va passer à la partie trailer. Waouh. J'ai sélectionné 5 trailers et on va commencer justement avec quelque chose issu de DC Comics, une série qui arrivera sur HBO à l'automne, en 2019, qui s'appelle Watchmen, petit titre. Je connais pas, c'est quoi ? C'est un petit truc qui a marché dans les années 80. C'est l'adaptation de... Du film de Zack Snyder. De Doomsday Clock, c'est ça ? Ah oui. C'est ça, ouais. Quand ça sortira à peu près au moment où le 12e numéro sortira. Exact. Bah écoutez, on va écouter un morceau du trailer. Coordinated simultaneous attacks at the homes of Tulsa PD. So the cops hide their faces, and now the bad guys don't know where they live. And who doesn't want a secret identity? Bon messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer et qu'est-ce que vous attendez de la série ? Vas-y Répu, tu commences. Ouais, je vais commencer. Je trouve que c'est le meilleur trailer de cette San Diego Comic Con. Avec... je suis d'accord. Mais ça c'est parce que t'es pas fan de Star Trek. Ben oui, mais je l'ai regardé pourtant le trailer de Picard, mais on en parlera tout à l'heure. Non, j'ai trouvé que c'était incroyable. J'avais déjà beaucoup aimé le teaser. En fait, il y a une espèce de vibe étrange dans ce projet d'adaptation de Watchmen en série. Depuis le début, je me suis dit, à la fois, je suis sûr que tout le monde va péter les plombs sur ce truc dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que soit les gens vont dire meilleur truc depuis whatever, Depuis Game of Thrones. ou vont dire oh là là ils ont massacré Alan Moore, ou genre pourquoi encore une nouvelle série, pourquoi c'est pas l'adaptation directe, etc. Et il y a une telle énergie qui se dégage, il y a une forme de fascination en fait qui se crée dans la façon qu'ils ont de vendre cette série, parce que pour l'instant on n'a rien vu à part des éléments promotionnels, mais depuis le début, ne serait-ce que du simple logo, ensuite on a eu ces flics avec le foulard jaune, la façon dont en fait les éléments graphiques, certaines répliques et des trucs très identifiés en fait de Watchmen qui je pense même dans le grand public maintenant sont connus. Identifié et résonance, ouais. Ouais, voilà, ça résonne, comme dit ce bon Guigui, mais on a cette espèce d'écho chelou où on se dit, attends, on n'est pas tout à fait en terrain connu, et limite, en fait, c'est la première fois, et je sais que je devrais peser mes mots, mais je crois que c'est la première fois depuis bien longtemps, peut-être même depuis toujours, que j'ai pas vu une adaptation de comics où je me dis, ah putain, les mecs ont un parti pris qui me donne envie d'aller regarder ce qu'ils ont fait. Pas pour dire comment ils ont massacré, comment ils ont transformé, mais juste de se dire, ok, il n'y a pas une seule excuse, tu vois, ou il n'y a pas une seule référence un peu en mode on caresse les fans dans le sens du poil. C'est déroutant et à la fois familier. Et je trouve que la façon dont ils le font dans ces trailers, en tout cas, on verra pour la série, mais en l'état, je trouve ça hyper malin et ça m'excite à fond, quoi. J'ai vraiment pas d'autres mots. Je regarde le trailer et je me dis, ah ok, alors Minutemen c'est un soap, mais alors c'est une série, mais alors est-ce que c'est une série parce que les Minutemen ont vraiment existé, ou est-ce que c'est juste une réinterprétation? Alors l'histoire de Watchmen, c'est un mec qui vient tuer des super-héros, mais là c'est des flics. Alors après dans le climat politique actuel, je sais pas, je ressors du trailer avec des millions de questions qui sont toutes plus fascinantes les unes que les autres, quoi. Et dans il n'y a qu'un matériau comme Watchmen qui, je pense, aujourd'hui peut se permettre de créer ça aussi, comment dire, nihiliste ça puisse paraître de le dire, quoi, parce qu'on est quand même en train de s'astiquer sur une adaptation de Watchmen. Rappelle-moi, t'es le genre de connard qui a pas maté Légion, toi, c'est ça? Si, moi j'ai maté Légion. C'est vrai, et t'es capable de me dire que c'est la première série depuis je ne sais combien d'années qui innove et qui fait quelque chose auquel on s'attendait pas? Bah en fait c'est pour une raison simple et pour désamorcer le conflit que tu as fait naître en me traitant de connard. C'est que comme je disais tout à l'heure en début de podcast, je suis pas un grand fan des mutants et j'ai lu très peu de séries X-Men en fait. Donc moi si tu veux Légion je l'ai pris comme un truc nouveau et j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant au moins pour la saison 1.
Et maintenant, tu vois, j'ai pas d'attachement particulier au personnage et aux mutants. Donc, si tu veux, c'est pas la même chose. Watchmen, c'est vraiment un bouquin que j'ai saigné. Le film, je l'ai saigné. C'est un truc auquel j'ai initié tous mes potes. Enfin, du coup, le voir transformé comme ça et être quand même excité, plus qu'apeuré ou dégoûté, bah, je trouve que c'est exceptionnel en 2019. Après, on verra. Il y a un truc que je trouve qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est tu parles d'adaptation, mais c'est pas vraiment une adaptation ni du comics ni du film, mais une sorte de prolongement. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'adaptation ? Et c'est ça qui fait justement, comme tu dis, cette espèce de rapport, on est en terre inconnue, mais en même temps en terre inconnue aussi. C'est l'espèce d'ambivalence qu'a le projet, justement le sert, parce qu'effectivement, d'un côté, les fans du comics pourront s'y retrouver, et justement, et les producteurs, les scénaristes, pourront se permettre de transgresser certaines choses, donc du coup, se prémunir de toutes les critiques qui vont fondre sur eux. Bon, après, c'est sûr, c'est Damon Lindelof, donc moi j'ai toujours un peu une dent contre lui, et j'ai toujours un petit peu... je suis toujours méfiant par rapport à ce qu'il peut nous offrir, mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que la bande-annonce est très intrigante, montre que ça va dans le bon sens, parce qu'effectivement, c'est pas une adaptation pure et dure, il n'y a pas vraiment de fanservice, et effectivement, dans le climat politique de 2019, ça semble complètement pertinent, quoi. Il y a pas mal de fanservice dans cette dernière bande-annonce par rapport à la première, quand même. Oui, ouais, c'est vrai, mais c'est quand même léger. personnellement. C'est quand même léger par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme truc de fanservice dans plein de trucs, quoi. Donc moi, je trouve Après, c'est je trouve plutôt ça bien mené, moi, personnellement. Et ce qui est perturbant, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, c'est que... pour moi, c'est clairement annoncé comme une suite à Watchmen. Le comics. Sauf que je ne suis pas capable de dire si c'est une suite au film. Ah mais si, ou une ça suite a au été comic dit book. justement, c'est une suite au comics. Ouais, sauf que là où on va spoiler un peu, hein, parce qu'on parle du trailer. Ouais. Le trailer nous ramène à Dr Manhattan. Et la situation de Dr Manhattan à la fin du comics, c'est pas du tout la même que la situation de Dr Manhattan à la fin du film. Oui, et puis il manque plein de personnages. Vis-à-vis de l'humanité, je veux dire. Et puis il manque plein de personnages, il y a des nouveaux, il y a une nouvelle génération. En fait, j'ai pas vraiment l'impression moi que ce soit une suite du film en fait. Ah non, pour moi c'est du clairement une film suite ou du la- comics. Hein. Et il me semble qu'il y a j'ai fait un lapsus, mais ni une suite du film ni une suite du comics pour moi. Tu crois ? C'est juste une sorte de Entre le mec deux. a pris ce qu'il voulait et voilà. Ce qui serait et la limite, meilleure solution finalement. on s'en C'est fout. marrant du coup parce que toi, tu trouves que c'est pas une suite ni à l'un ni à l'autre. Toi, Guillaume, tu trouves que c'est une suite au comic book. Moi, je trouve que c'est une suite au film. Bah, moi je trouve que c'est une suite au comic book, je trouve pas spécialement, c'est simplement que je l'ai lu, ça a été dit en interview. Donc à partir du moment, on verra bien quel était Ouais. le plan d'Ozymandias vraiment quand ils nous feront un petit récap. Est-ce qu'il y a des extraterrestres, des mecs déguisés en extraterrestres pour te faire croire à la fin du monde, ou est-ce que c'est Manhattan qui aurait foutu le bordel Alors, du coup, quand on saura ça, on saura sur quel pied danser. J'ai quoi. l'impression que c'est ça qui a été, que ça part là-dessus, tu vois. Enfin, entre autres, c'est un élément de l'histoire après. Hein. Mais limite, Je trouve en que fait, il y a pas mal d'éléments d'histoire qu'on Oui, sait c'est pas grave. Ouais, je En pense qu'on soi, s'en c'est fout pas et grave. que le principal, ça sera totalement autre chose. En fait, l'histoire, ça a l'air d'être une résurgence enfin, ça a l'air d'être une critique de l'époque avec des sortes de néo-nazis en mode vigilant qui naissent et Ouais, tout à fait. la société qui essaye de répondre à ça, quoi. Enfin, moi, je le vois comme Mais ça. c'est vrai que- Et c'est pas clair, en plus. C'est vrai que la fin des Mais années c'est pas- 2010 c'est est assez anxiogène comme pouvait l'être une partie de la décennie 1980. Donc effectivement, on est complètement... Moi je trouve que même c'est vrai que c'est opportuniste, hein, bien sûr on va pas se le cacher, mais malgré tout ça empêche pas qu'effectivement il puisse avoir une cohérence qui fasse que le projet mérite vraiment d'exister et que peut-être ça sera peut-être vachement bien. tu viens de résumer tout mon avis. Et ça sera donc en simultané sur OCS à l'automne. Ouais. Moi, j'ai plutôt hâte. Hein. Moi, je suis chaud. On verra ça. De toute façon, dans tout ce dont on va passer, c'est le premier truc qui sort, ça. Ça et Is Dark Materials. Écoutez, on va passer à je crois qu'il y a 3 HBO dans tout ça, parce que HBO a eu un lourd planning. Ouais, c'est HBO pour moi a gagné la SDCC. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et on va passer à la saison 3 de Westworld. Petit bout de trailer. We all have our role to play. There are machines in this world, but not like us. You and I have no mother, no father. We're alone, outnumbered.
to be smarter than them. Or they'll find us. And they will kill us. I'm gonna show this world for what it really is. Alors, qui avait maté la saison 2 de Westworld? Moi. Moi j'ai Tout le monde maté. à jour. Est-ce que c'était pas un enfer de Oh mater cette putain, saison si. Oh l'enfer. Ah, tu Alors, l'as moi bien je suis dit. pas du tout d'accord. Ah, si. Ah ouais? Ouais, moi j'ai trouvé qu'elle était super intéressante la saison 2. Il y a juste un problème en fait. Je suis d'accord, hein, elle est beaucoup plus C'est pénible qu'elle à aurait pu durer regarder. 4 épisodes au lieu de 10? Exactement. Je pense qu'il y a un problème de durée. Il y a aussi un problème en fait je pense, de gestion. Je suis pas sûr qu'ils s'attendaient peut-être à ce que ça devienne ce méga hit ou qu'ils ne pouvaient pas caser certains trucs dans la saison 1. Mais en fait, pour moi, la saison 2 et la façon donc, qu'avait eu de vendre cette nouvelle saison Lisa Joy et Jonathan Nolan, c'était de dire on passe à autre chose. Voilà, le parc, c'était le bon setting, on va vers l'évolution d'une nouvelle espèce, etc. Ce qui, en gros, n'est pas du tout, ou plus ou moins pas arrivé dans la saison 2, puisque tout ce qu'on voit dans la saison 2, c'est en gros les réponses de la saison 1 rendues plus confuses parce qu'ils ont voulu garder la forme de la double timeline et tout ça, et je pense que c'était vraiment pas C'était nécessaire. bien, ouais. C'était n'importe quoi. Et comme tu dis, c'était pas vraiment une saison 2 finalement par rapport à ce qui était annoncé, mais c'était plutôt une saison 1,5. Ouais, complètement, et d'où le fait que ça aurait pu tenir en 4 épisodes, notamment en allégeant la timeline. Bon, maintenant c'est fait, on va pas revenir sur la saison 2. Maintenant, c'est fait. Et on a 2 gros trailers de saison 3. Et un très gros trailer de saison 3, là, le deuxième. J'avais été déjà bien intrigué par le premier, parce que, en fait, pour tout vous cacher, Le j'ai premier bien disait pas ce qu'il était. Ouais, j'ai bien aimé la saison 2, mais du coup, à la fin, j'étais là, ouais, je suis pas sûr que j'ai des attentes pour la 3, tu vois, genre, Ouais, j'ai pas je crois que forcément c'est envie le de cas de me tout le hyper. J'ai pas envie de me hyper et tout. Il y a eu le premier trailer, j'ai dit, ok, ils ont l'air de vouloir partir enfin sur cette idée de on sort du parc et tout. Deuxième trailer, on est complètement dans cette idée-là, on est dans une science-fiction totale, il y a un retour de plein de personnages, dans des décors et des environnements, enfin ça a l'air assez riche et assez généreux. Et puis, bam, retour du parc, en tout cas d'un parc potentiellement, ce parc, on va spoiler pour Parc ceux virtuel. qui, voilà, le parc nazi contre résistant, qui, bon là on est totalement dans du Républicor, hein, je peux pas me cacher, 100% fait pour moi cette saison 3 de Westworld, dézingué du nazi en étant un robot, moi ça me va. Et ouais, je sais pas, j'étais super... complètement enchanté par toutes les pistes qui étaient lancées, tous les décors, tous les designs. Je me suis dit, ok, ça a l'air d'être vraiment lourd et dans la veine de ce qu'ils voulaient développer, de ce qu'ils veulent développer avec cette franchise-là, vraiment raconter comment une espèce androïde, robot, hôte, appelez ça comme vous voulez, arrive entre guillemets au pouvoir. Et pour le coup, je suis vraiment conquis et ça a l'air vraiment enfin d'aller dans ce sens-là. Limite, ça ferait presque oublier la saison 2. Je suis Clairement, assez d'accord, pour moi, ouais, oui. ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que Bernard, j'en pouvais plus par exemple. Hein. Ah, il est toujours là? Oui, il est toujours là, mais bon, on sent bien qu'il aura un rôle moins important dans cette saison. Mais ce qui est aussi génial, c'est que quand tu regardes le trailer, tu sais qu'il y a énormément de personnages qui reviennent, mais par rapport aux révélations de la saison 2, tu sais aussi que ces acteurs peuvent jouer plusieurs voire rôles, ouais. plusieurs personnages en fait. Mhm. Et ça, c'est quand même assez balèze. Et là aussi, ça brouille un peu les pistes à la manière du trailer de Watchmen. Donc, j'ai bien apprécié ça. Puis le fait d'avoir Aaron Paul qui soit un personnage principal, qui joue une espèce de gars du peuple qui fait des petites magouilles pour s'en sortir, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors par contre, est-ce qu'ils ont encore une fois tué sa copine Nodé? On sait pas, on verra. Parce que c'est le truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit putain, pire vie à Aaron Paul. Bref. Mais non, parce que la fille qui tient dans ses bras, c'est Dolores. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pour la blague. On va ouais. pas rentrer dans les détails. Non, mais d'après le premier trailer, c'est le moment où il la découvre. Ouais, mais Dolores. Elle peut être plusieurs Ouais. Dolores. Bon, bref. Exactement. Mais bref. Moi, je suis plutôt chaud hein, parce que justement, on découvre cet extérieur du parc où on était dans le parc depuis si longtemps qu'on ne savait pas exactement à quoi ressemblait l'extérieur et dans quel niveau technologique on était, dans quelle société on était. Là, on est. J'ai l'impression qu'on est dans un monde transitoire entre nous et Blade Runner. C'est tu ça, ouais. Mhm. Ouais, je les ressens aussi comme ça. Et je suis plutôt intéressé par voir ça, par voir comment du coup les robots vont influer sur la société, sur le monde. Cette civil war entre les robots aussi, parce qu'on part clairement là-dessus, entre ces Maeve versus Dolores, hein, j'ai l'impression.
Et ouais, je suis plutôt chaud. Et je trouve qu'ils ont vachement remonté l'intérêt d'une série qui s'était pas mal écroulée en saison 2. Donc, ouais, pourquoi pas. Ça arrive à, je crois, début 2020 ou c'est ça, ouais, c'est ça, le début d'année prochaine. Alors, c'est une production Bad Robot, si je me trompe pas, donc moi je serais quand même toujours méfiant par rapport à ça. Bad Robot et Jonathan Nolan, c'est ça. un truc comme ça. Ouais, mais je suis quand même. J'ai toujours pas digéré Lost, toujours pas. Et un petit Vincent Cassel. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je savais pas, moi. Vous aviez des news? Si, Ouais, moi moi, j'ai entendu parler. Moi j'avais eu l'info. Mais après, bon, il a l'air de jouer l'énième Bad guy. patron potentiel. L'énième Vincent Cassel dans ce genre de truc. Non, mais c'est l'énième patron de Delos. Tu sais, chaque saison, il y en a 2 nouveaux. Ils se font dézinguer en 3 épisodes. Et voilà, tu vois. Mais enfin, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que ce soit transcendant. Non, ouais, t'as probablement raison. Ouais. Et ben ok, si vous avez rien ajouté sur Westworld, on va passer à une série qui va être non sur HBO mais sur CBS All Access et qui va marquer un grand retour après 2 décennies. C'est Picard. Have you ever been a stranger to yourself? Many, many times. Nearly 2 decades ago, Commander Data sacrificed his life for me. These past few years, I really tried to belong here. But it never truly felt like home. Bon, Guigui, ouais. Engage. Alors, c'est vrai que moi, c'est ma raison d'être ici ce soir, c'est de parler de Star Trek Picard. Alors, dire que c'est une série que moi j'attendais, et bien sûr une bande-annonce que j'attendais, c'est vraiment peu de le dire, parce qu'on se posait déjà beaucoup de questions. Star Trek Discovery avait relancé la franchise, mais bon, n'a pas vraiment satisfait, en tout cas n'a pas apporté l'adhésion auprès de tous les fans, et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le fait de revenir vraiment à ce qui était finalement l'âge d'or, le vrai âge d'or de Star Trek, c'est-à-dire les années 80-90 avec la série La Next Generation, c'était vraiment inespéré. Et donc du coup, on se posait quand même beaucoup de questions sur l'intrigue, et donc le trailer qui m'a vraiment presque mis la larme à l'œil de joie. J'avais l'impression qu'ils avaient tout compris des attentes de tout le monde, et quand je vois les réactions sur Internet, je vois que je suis pas du tout le seul. Donc on a quand même beaucoup d'informations, donc on sait que ça se passera environ 20 ans après le film Star Trek Nemesis, puisque Picard parle du sacrifice de Data au bout de 2 décennies. Mais contrairement à ce que je me disais, il faudra peut-être oublier les comics Countdown qui avaient été écrits par Alex Kurtzman et Roberto Orci en 2009 pour faire le prélude du film de J.J. Abrams, parce que visiblement le background n'est pas réutilisé. On rappellera que les films de Abrams présentent une continuité qui dérive de Tout à fait. À partir de cet événement qui va être traité dans la série Picard, qui est en fait en 2387 la destruction de Romulus, la planète Romulus, donc des antagonistes de la Fédération, les Romulans, par une espèce de supernova. Spock va essayer d'empêcher ça, il va pas réussir, avec une espèce d'un truc qui s'appelle la matière rouge, donc un truc que J.J. Abrams aime bien utiliser, une espèce de matière rouge comme ça, comme il avait fait dans Alias. Ça va le faire voyager dans le temps, et Nero, un Romulan qui est vraiment rancunier, va le suivre, et ça va être donc ensuite le point de départ donc de Star Trek 2009 de J.J. Abrams. Et donc du coup la série Picard là va nous proposer de voir l'autre côté, c'est-à-dire ce qui s'est passé du point de vue du Prime Universe. Donc on peut imaginer que Picard, à ce moment-là, est amiral et va essayer de mener une mission de sauvetage et sauver le plus de Romulans possible pendant la destruction de la planète. Donc c'est vraiment intéressant cette espèce de transmédia, donc de voir vraiment le même événement mais vu de 2 univers parallèles différents. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant, même si le film de 2009, je le porte pas spécialement dans mon cœur, il y a au moins ce truc-là que je trouve qui est vraiment bien. Et donc le comics qui avait été écrit à la base, on pensait qu'il allait vraiment s'en inspirer énormément. Bon, on pense que c'est pas le cas finalement, puisque dans le comics, Picard est ambassadeur sur Vulcain. Là, on n'a jamais mention du fait qu'il soit ambassadeur. Il est à la retraite, quoi. Oui, là, il est clairement à la retraite. Ouais, mais même, on parle de lui comme étant un ancien capitaine, un ancien amiral, mais jamais d'un ancien ambassadeur. Donc même s'il est à la retraite, oui. Le fait d'avoir été ambassadeur à ce moment précis... voilà, c'est ça qui me fait dire que finalement les comics, on les met à la poubelle. La seule chose qu'on va regarder du comics, c'est pas étonnant, c'est finalement de garder la discussion de la planète Romulus. Oui, c'est pas vraiment étonnant, parce que quelque part c'était vraiment
c'était trop contraignant de garder ça, quoi. Je veux dire, la série, ça les aurait empêchés d'aller là où ils veulent aller. Donc moi je trouve que c'est pas plus mal de garder juste ce principe de Romulus qui est détruit et que Picard qui en est affecté. Mais bon, moi dans ce trailer-là, donc il est vraiment très bien fait. Il y a beaucoup de références à la série La Next Gen. Donc ceux qui ont vu le final de la série, savent de quoi je parlais. Le fait qu'effectivement il soit viticulteur, Château Picard. Donc du coup, là, pour l'anecdote, il y a vrai Château Picard qui existe en Aquitaine. Donc quand les mecs ils vont voir des bouteilles Château Picard d'Ordogne, ça va leur faire bizarre. Surtout que visiblement la Comic Con San Diego, ils vendaient des bouteilles Château Picard comme ça, avec marqué appellation d'origine contrôlée La Barre, qui est le village d'où est originaire Picard. Donc ça c'est pour l'anecdote. Ils vont avoir des problèmes. Je pense qu'ils vont avoir des problèmes si jamais les mecs de Château Picard vont entendre ce podcast. En fait, ouais, donc ce trailer est très bien fait. Mais il y a les Fatal Picard aussi qui vont avoir des problèmes. C'est vrai. Mais, donc ce trailer il est vraiment bien fait, mais ce qui a vraiment hypé les gens, c'est plusieurs éléments. C'est que déjà, il y a le retour des Borg, d'une manière ou d'une autre. Moi j'ai l'impression que l'Empire Romulan essaye de maîtriser la technologie Borg via un cube abandonné. Et que même ils ont peut-être réuni des espèces d'esclaves, toutes races confondues, pour bosser sur ce dit cube. Je dis ça parce qu'à un moment donné, on voit des Romulans qui surveillent un groupe de personnes comme s'ils étaient dans une espèce de camp. Et il y a un petit panneau, c'est marqué... c'est comme dans les panneaux d'accident dans les entreprises, les trucs montage à la chaîne, il n'y a pas eu d'assimilation depuis tant de jours. Donc je me dis, voilà, les mecs ils bossent sur le cube Borg et ils essayent de maîtriser la technologie Borg, et ensuite, pour retrouver donc, la place qu'ils occupaient auparavant dans le quadrant. Et donc il y a un personnage ensuite qui est joué par la jeune Isa Bryons, qui semble être un grain de sable. Elle est poursuivie et demande de l'aide à Picard. On parle d'elle comme étant une menace qui pourrait être gravissime. Donc moi je me dis peut-être qu'effectivement elle a quelque chose en elle qui permettrait aux Borg de repartir et de revenir. Et donc du coup, voilà, je dis ça aussi parce qu'elle dit à Picard qu'elle se sent attirée par lui, comme il a été assimilé par les Borg des décennies plus tôt. On peut imaginer qu'il y a un lien par rapport à ça. Oui, et puis le retour de Seven of Nine, c'est pas non plus anecdotique. Exactement, j'allais y venir. Donc, au niveau du casting, on a des gros trucs. C'est qu'on a le retour de Seven of Nine, qui était la Borg qui faisait partie intégrante de l'équipage de Voyager. Et aussi, comment il s'appelle ? Le Borg Hugh. C'est Jonathan Del Arco. Voilà, donc c'est c'est le premier Borg qui a développé une personnalité. C'était en fin de saison 5, dans un épisode qui s'appelle iBorg. Donc ouais, le fait qu'ils utilisent la première personne du singulier, c'était complètement incroyable pour cette race. Donc c'est un personnage qui est intervenu 2 fois au sein de la série, donc il a apparu 2-3 épisodes, et qui était assez important parce qu'il a marqué Picard. Donc du coup, le fait que si les Borg reviennent, c'est logique qu'il soit là lui aussi. Mais surtout, le gros clou du spectacle de ce trailer, c'est le retour de Data, dont on sait qu'il a été désassemblé suite à sa destruction à la fin de Nemesis, mais bon, visiblement, il semble revenir d'une manière ou d'une autre, donc on va voir. Peut-être que c'est pas vraiment Data. De toute façon, on le voit à la fois désassemblé. Voilà, c'est pour ça. Je me dis, peut-être il est... Après, c'est peut-être un rêve de Picard. Voilà, c'est ce que je me dis. Peut-être qu'il c'est dans sa tête, peut-être que c'est une sorte de conscience. Alors j'espère pas, parce qu'il y a moyen de faire revenir le personnage pour ceux qui ont vu le film, et bien sûr, et puis les scènes coupées. Même si ça serait un peu facile, un peu tiré par les cheveux, c'est tout à fait possible. Mais bon, faut pas oublier que ça peut être ça. Brent Spiner et Jerry Ryan, quand il y a eu le panel des acteurs, ils sont montés sur scène, donc ça veut quand même dire qu'ils ont un peu plus qu'un simple caméo. Ils ont l'air d'être vraiment partie intégrante de l'intrigue, même s'ils ne sont pas aussi importants que les autres personnages qui sont nouveaux. Parce que par exemple, il y a Jonathan Frakes et Marina Sirtis, donc respectivement Riker et le conseiller Troy, qui reviennent eux aussi, mais qui n'ont été qu'annoncés. Donc eux, par contre, on imagine très bien qu'ils ne seront qu'en caméo. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, par contre ? Thibaut, République, je suis sûr que toi t'as pas compris grand chose. J'ai pas compris grand chose, même si le Star Trek que je regardais un peu au hasard quand j'étais plus petit, c'était New Generation, donc je vois qui est Picard et je connais l'amour des gens pour ce bon monsieur. Après j'ai pas compris grand chose et vous venez de m'assommer là avec vos name dropping, donc je suis complètement du père, donc je préfère C'est un peu comme quand tu parlais avec Alex de Star Wars, quoi. Ouais, j'imagine. Mais il y a 2 trucs que j'ai pas compris, c'est que le mec fait du pinard et à la fin il se sert du whisky, donc déjà pas terrible.
Et c'est quoi le truc? Ah ouais, je trouvais son engage super faible, mais je me souviens plus si dans la série justement il était aussi. C'était comme c'est ça, une c'était à peu référence près à comme ça. ça Il, aussi. il était smooth quoi. Ouais, c'était plutôt comme ça. Hein. C'était Non, c'était comme c'était ça. jamais très énergique. Hein. C'était, tu vois, c'est genre vas-y quoi. C'était comme ça. Ouais. Et il y a un dernier truc qui me choque, c'est qu'on a précisé Damon Lindelof pardon, et Westworld en mode regardez, c'est une production Bad Robot. Et Guigui a parlé du film Star Trek. Oui, bah oui. Non, mais sachant qu'en plus, il le vit mal. Moi, je sais, il le vit mal. dans les Il le producteurs vit mal. exécutifs, il y a Alex Kurtzman qui transforme tout ce qui touche en merde. Et qui est aussi producteur exécutif de Discovery. Donc c'est pour ça que tu vois, ce que je disais en préambule, c'est que voilà, Discovery, bon bah il y a des bons trucs, mais globalement c'est quand même décevant pour moi qui attendais des choses plus qualitatives au niveau du scénario, parce qu'en termes d'effets spéciaux, de réalisation, de production, de casting, oui effectivement les mecs ils ont passé la barre très très haut quoi. Il y a des moyens, le fric on le voit à l'écran, mais en termes de scénario, en termes d'histoire, c'est vraiment pauvre. C'est ça qui manque vraiment dans Discovery, et donc j'espère vraiment, parce qu'en fait Alex Kurtzman n'est pas le showrunner de cette série, j'espère vraiment que du coup là on sait qu'il y aura moins d'action, on sait qu'il y aura moins de trucs clinquants, et donc on espère vraiment que le scénario sera vraiment à la hauteur quoi. Ouais. Moi ça m'a bien chauffé. Alors après j'ai pas du tout fini Star Trek. D'ailleurs tu parlais de Cyborg, j'en suis à 3 épisodes. Ah ouais. Après je connais la plupart de la continuité Star Trek malgré ça, hein, donc je sais qui est Seven of Nine, je connais la plupart des trucs, je sais comment beaucoup de choses vont se finir. J'ai vu Premier Contact quand j'étais adolescent. Qui sera aussi donc du coup un pilier de cette nouvelle série. Ouais. Donc je suis bien chaud. Et ouais, je me disais aussi sur Data, parce que Data on le voit dans une scène de poker qui pour moi ne s'intègre pas à la série quoi. C'est une scène typique de Next Generation. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un rêve, une sorte de... c'est ce que je me dis aussi. Hein. Voilà, ou une conversation avec la conscience de Data peut-être, sans que ça soit vraiment sans qu'il soit réassemblé, je sais pas. Donc on verra, mais ouais, je suis très chaud. Et puis voilà quoi, c'est le retour d'un esprit, enfin du coup pour moi je suis en plein dedans en ce moment, mais ça a l'air d'être le retour d'un esprit Star Trek qui est... Star Trek, pour moi, a été buté par le 11 septembre. Tu vois, l'esprit de Star Trek a été buté par le 11 septembre. La franchise s'est écrasée après. C'est clairement... Tu dis vrai, parce que c'est clairement en plein série Enterprise que oui, effectivement, on a vu qu'il y avait un switch qui s'était fait, qui s'était opéré. Ouais. Et pour moi, Discovery est un peu dans cet esprit-là. Tu vois, toute la section 31 et tout, j'en peux plus. Pour moi, c'est trop post-11 septembre, tout ça, ce genre de conneries, quoi. Et là, j'ai vraiment l'impression de revenir dans cette période utopique du 24e siècle et de voir quelque chose qui me plaît. Quoi, alors, surtout qu'on verra sûrement le 25e siècle, si on continue. Si ça se trouve, ça sera... On les verra fêter la bonne année. Et pour intriguer, pour relancer, pour taquiner République, moi, il y a un commentaire que j'ai beaucoup lu sur Internet et que je comprends, que je partage pas vraiment, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'espère qu'ils vont pas faire comme The Last Jedi », donc référence à Luke Skywalker. Alors déjà, premièrement, moi j'ai bien aimé ce film, j'ai bien aimé ce qui avait été fait de ce personnage-là, donc du coup ça me poserait pas de problème. Mais là, clairement, je trouve que cette bande-annonce montre que ce n'est pas le cas. Parce que bon, Picard, ok, il a l'air de se faire chier, mais il est pas aigri. Quelqu'un vient lui demander de l'aide, hop, il vient l'aider tout de suite. Il a pas l'air d'être si isolé que ça. Donc moi je pense que les gens qui disent ça juste pour pouvoir balancer leur bave sur Star Wars, bah c'est complètement hors de propos, quoi. Ouais, c'est pas bien. Mais ça, c'est les haters de Star Wars tout pourris dans leur coin. Exact. On s'en fout un peu, quoi. Voilà. Et moi, je tenais à dire que Star Trek et Star Wars peuvent coexister, Ouais, tout à fait. et que notamment par rapport à ce que vous venez de dire sur l'esprit 11 septembre, on en est il est important déjà. que ça puisse exister. Mais tu vas voir, on reparlera tout à l'heure des haters d'Internet. Ouais. Et avec le MCU, on verra que les haters d'Internet, ils n'existent pas dans la tête des producteurs. Ça fait c'est clair. Et juste un truc que tu n'as pas mis dans ton programme qui concerne le trailer qu'on a eu des Short Trek. Je voulais juste dire un petit mot là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Les short Trek par rapport à ce qu'on nous disait dans les après-épisodes, par rapport à ce qui avait été le plus réussi dans la saison 2 de Star Trek Discovery, à savoir le casting de l'Enterprise, c'est-à-dire le Captain Pike, Spock et numéro 1, et puis l'Enterprise lui-même. Le fait que sur les 6 Short Trek qu'il y a, il y en a 3 qui concernent donc ce casting-là. Donc on va suivre Spock et numéro 1, on va suivre Captain Pike,
On va suivre aussi alors peut-être c'est un équipage qui fait partie de une partie de l'équipage de l'Enterprise ou peut-être d'un autre vaisseau avec des tribules. Mais donc du coup le fait qu'il y a quand même deux clairement sur le casting d'Enterprise, et donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on est quand même beaucoup à espérer finalement peut-être, même si là ça fait vraiment le fanboy qui parle, une petite série sur eux quoi. Et le 4e short trek, c'est intéressant parce que c'est un court-métrage qui va faire une sorte de préquel, de prélude à la série Picard. Alors je dis que c'est marrant parce que en fait ça veut dire que c'est Netflix qui diffuse les short treks, et donc Netflix va faire donc la promotion d'une série qui sera diffusée chez Amazon chez nous. Donc ça je trouvais ça plutôt marrant. Et les deux derniers short treks ce sont de l'animation. J'étais complètement passé à côté de l'annonce des short treks. Et du coup, il faut que je regarde ça après ce podcast. Tu vois, en fait, le premier short trek, ça montre l'arrivée de Spock sur l'Enterprise, donc l'époque où il est enseigne et il rencontre le numéro 1. Il y a un short trek sur Pike. Alors, je me demande s'ils vont pas nous teaser Kirk, carrément. Pourquoi pas ? À voir. Ouais. Va nous le teaser peut-être sans nous le montrer, hein, tu vois. Et un truc sur les tribules, pour montrer, ah oui, les tribules, c'est marrant, c'est mignon, mais quand même, c'est un peu dangereux, finalement, quand on y réfléchit. Et donc le 4e qui sera en prélude à Picard sans qu'on sache vraiment la teneur de ce court-métrage. Et les 2 derniers courts-métrages, ce seront des courts-métrages d'animation, sans doute pour lancer la série Lower Decks, dont on a vu justement un aperçu du chara-design des personnages, qui se passerait 1 an ou 2 après le film Nemesis, sur un vaisseau de moyenne importance ou de petite importance, qui s'appellerait Class California, si j'ai bien compris. Et donc avec un avec un ancien scénariste de Rick et Morty, et avec un chara-design qui rappelle un peu le genre de truc qu'on pourrait voir dans Rick et Morty. Donc pourquoi pas. Okay. Écoutez messieurs, on va arrêter sur Star Trek, parce que ça fait un moment qu'on est dessus. Oh putain, c'était long. On a encore un gros programme à suivre. Ah ça va toi. On va passer à une autre série HBO qui arrive normalement fin d'année. Une adaptation de Philip Pullman à la croisée des mondes, His Dark Materials en VO. Qui avait eu le droit à un film il y a quelques années, il y a quand même une bonne dizaine d'années je pense. Ouais, enfin dizaine. Qui arrive en mini-série de 8 épisodes, déjà renouvelée pour une saison 2 de 8 épisodes. Donc His Dark Materials, on écoute le trailer. Myra, the Masters asked if I can find a place for you. And I want you as my assistant. You're an explorer too, just like my uncle. I can teach you to wield power, but you must let me mold you. We believe there is an organization that is stealing children and taking them north. Sometimes children can just disappear. Ok messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer ? Moi j'ai trouvé ça sympa. Après j'ai pas d'attente spéciale, si ce n'est que je me dis voilà, les séries sur les mondes parallèles, les univers parallèles, c'est vraiment à la mode en ce moment. Je trouve que le casting a l'air bon, la direction artistique a l'air bonne, donc j'ai pas d'attente spéciale, mais de toute façon je regarderai, et je pense que ça peut être sympa. Je suis un peu de l'avis de Guigui, j'ai été assez positivement surpris. J'avais suivi le projet quand j'étais encore sur Sci Fantasy. Le casting, notamment de Daphne Keane, qu'on avait vu dans Logan, avait beaucoup fait parler. Je trouve qu'elle amène direct une présence, rien que dans le trailer et tout. L'univers, j'ai toujours trouvé très curieux, et ceux qui ont pu lire à la croisée des mondes m'ont toujours dit qu'il était vraiment très très cool. Après, dans le trailer, il y a à la fois des trucs vraiment visuellement très intrigants, très jolis, et d'autres vraiment très bizarres. J'ai l'impression qu'à un moment, on voit des places de parking, et où on voit aussi James McAvoy au milieu d'une camionnette. Enfin, je sais que c'est une... parce que au niveau du monde, c'est vraiment à la croisée des mondes. Ouais, voilà, c'est censé être... qui contient de la magie, mais qui ressemble vachement à notre monde. Mais il y a une façon, comment dirais-je, de les mêler entre eux, de créer un liant, peut-être dans la photo ou quelque chose, que j'ai pas forcément retrouvé dans ce trailer. Après, c'est du micro-pinaillage, parce que je connais pas plus l'univers que ça, et en l'occurrence, j'étais là, ah ouais, solide, tu as vous avez vu le premier film, du coup, à la croisée des mondes ? Ouais, j'avais vu le film. Non, pas moi, non. Ok. Parce que du coup, je pense que cette première saison, ça a l'air d'adapter clairement le premier bouquin. Et du coup, de se concentrer que là-dessus, parce que j'ai vu pour l'instant que des trucs que j'ai vus dans le premier film, globalement. Ouais, mais je crois que c'était confirmé que la première saison adapterait que le premier bouquin. Ouais, donc, il va y avoir sûrement 3 saisons de 8 épisodes, un truc comme ça. Voilà. Et je suis plutôt chaud, je trouve que l'univers est intéressant.
Je suis assez fan de Daphne King, Russ Wilson, James McAvoy déjà, donc ça aide. On a aussi Lin-Manuel Miranda. Je trouve qu'il y a moyen que ça soit une épopée fantasy qui prenne, tu vois. Un truc entre le young adulte et le Harry Potter, tu vois, dans l'esprit, dans le public que ça peut toucher. Je pense que ça peut être une saga qui va marcher. Moi, je suis plutôt chaud. Je trouve que ça a l'air beau. Alors oui, on n'a pas tout vu, mais l'esprit de ce que j'avais vu dans le premier film qui m'avait vachement intrigué, j'avais envie de voir la suite et elle n'a jamais été faite. Donc j'ai un peu l'impression que c'est ma seconde chance de voir la suite et de voir cet univers développé. Et pour l'instant, je trouve ça pas mal intéressant. Donc je pense que ça va bien marcher. Je trouve que HBO, en fait, c'est HBO BBC d'ailleurs, hein, c'est une coproduction. Je trouve qu'ils sont en train de bien se sortir les doigts du cul pour faire leur post Game of Thrones et qu'ils essayent de taper un peu partout sur plusieurs genres, sur plusieurs trucs. Alors c'est pas comme s'ils étaient en manque de séries parce qu'ils en ont déjà plein, mais là ils sont en train de lancer des trucs, enfin entre Westworld qui du coup va prendre une nouvelle ampleur, Watchmen qui va taper dans un pan du public, ça qui va taper un autre mais en plus en réunir un peu tout le monde. Je trouve que c'est plutôt c'est plutôt bien joué. Et je souhaite que du bon à cette série parce que Daphne King et parce que voilà, je pense qu'il y a un très gros potentiel. Alors après, ça peut être gâché, hein, mais On est d'accord. Non, bah on verra. comme tu dis, c'est bien joué. Je pense de toute façon, on s'attendait un petit peu à ce que la suite l'après Game of Thrones soit chargée chez HBO comme chez la concurrence. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est que ça peut aussi être une année de plein de séries lancées au hasard et garder que celle qui marchera le plus. Ou celle après, celle-ci est déjà renouvelée. Oui, HBO sont coutumiers du fait d'annuler après la saison 2. Ouais, mais bon, voilà, ça m'inquiète un peu, c'est tout. Mais j'ai envie d'y croire et effectivement, comme tu dis Manu, je pense que ça peut trouver son public. Ok. Bon, on passe avec un dernier trailer. Là, on parle d'un film qui sortira l'année prochaine et j'ai sélectionné ça purement pour toi, Thibaut. Ah, ça fait plaisir. Je sais que ça va te parler. Ah oui, ça me parle. Tout ça me parle. On va parler de Top Gun Maverick. Fuck yeah. Ta-da-da-da. Bande annonce. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. Bon alors, République, qu'est-ce que t'as pensé de ce trailer ? Alors moi je suis team Joseph Kosinski depuis Tron Legacy. Je trouve que c'est un mec qui devrait faire plus de films. Après c'est cool aussi qu'il en fasse pas tant que ça et qu'il se soit pas fait attraper par Hollywood de la même manière que des petits jeunes se soient fait attraper par Hollywood. C'est un mec qui nous a fait Oblivion depuis et Only the Brave qui est pas sorti en France au cinéma, qui selon moi, aurait dû faire le prochain Mission Impossible, mais il a quand même fini par retravailler avec Tom Cruise, avec Top Gun Maverick. Je trouvais que c'était une idée assez mauvaise, en fait, de faire une suite à Top Gun, mais quand Kosinski a été annoncé, j'ai complètement changé d'avis et je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à raconter. Je venais de remater le film en plus, donc effectivement... Tu sais que... Dis-moi. Avant qu'on te joigne tout à l'heure, on en parlait avec Guigui et on se demandait dans quel univers pareil on est tombé pour qu'il y ait une suite à Top Gun. Quoi. Bah surtout tant d'années après quoi. Ouais, c'est vrai, c'est hautement improbable. C'est hautement improbable, d'autant que moi je l'ai rematé il y a pas longtemps quand j'étais dans ma nouvelle hype Top Gun parce qu'ils avaient fait les annonces. Et je me souvenais plus du tout que du coup effectivement la question du fils du grand pote de Maverick se pose de manière assez brutale dans le premier film et du coup l'idée que ce soit le scénario, ce qui transparaît pas nécessairement dans la bande-annonce d'ailleurs, même si on voit John Hamm et quelques nouveaux personnages, je sais pas, ça me chauffe et je savais que Tom Cruise allait repousser les limites du possible parce que
sans mauvais jeu de mots. Mais du coup, suite au dernier Mission Impossible, je crois qu'il a une... comment dire ? Je pense 2 choses. Il a une réputation à tenir et je pense que, consciemment ou non, ce mec veut mourir devant une pellicule de caméra et veut être le premier acteur. Je sais pas, il y aura un truc marqué dans son testament en mode les gars, je m'en C'est bats le les- Maverick du cinéma. Mais c'est même pire que ça. Je pense vraiment qu'il veut mourir à l'écran et que les gens aillent le voir mourir sur scène, ouais, façon de parler quoi, par la suite quoi. Parce que je me dis c'est pas possible. Bon, il pilotait déjà pour Barry Seal, il me semble, mais donc là on a appris qu'il a piloté plusieurs jets pour le film. Alors c'est pas des jets de catégorie américaine, c'est mon tour de nerdiser les Trekkies, mais on n'est pas sur des avions militaires, mais sur des avions civils. Et ensuite il y a une incrustation en cockpit. Et putain, ça claque quoi. Tous les plans aériens sont magnifiques. On est du niveau de ce qu'on a eu avec la scène d'hélicoptère C'est ça, ouais. dans Mission Impossible Fallout. Donc moi je trouve qu'on est dans un truc qui paraît très solide quoi, par rapport à ce qu'on pouvait en attendre quoi. C'est ce qu'on disait avec Manu en off tout à l'heure, c'est qu'effectivement, peu importe comment dire, l'intérêt du film, bah, le fait qu'il y ait ça déjà, où le curseur du réalisme est poussé à son paroxysme, bah, ça mérite déjà d'être vu quoi. Donc rien que ça, tu vois, parce que par exemple Mission Impossible 6, effectivement le film finalement il est pas ouf, mais ces scènes d'action sont tellement incroyables, sont tellement pétries de réalisme, et on voit que les mecs ils en ont chié derrière pour les faire. Bah franchement c'est, ouais, tu te dis bravo les gars quoi, et continuez. Moi je me désolidarise de ce podcast parce que j'ai entendu Mission Impossible, il est pas ouf. mais il est pas ouf en termes d'histoire, tu vois, mais c'est vrai que l'action... Ce que je veux dire, c'est que ça compense largement. Je suis très déçu du scénario. Voilà, le manque d'originalité, tous les défauts du film qu'on peut lui trouver, hein, qu'ils soient justes ou injustes, bah, ils sont largement compensés par le travail extraordinaire qui est fait du point de vue de l'action. Et ça, mais clairement. On pourra jamais l'enlever à Tom Cruise, quoi. Non, c'est sûr. Et puis mais là, tu vois, ouais, dis-moi. Sur Maverick, j'ai l'impression de voir Tom Cruise the movie, quoi. Mais en plus, comme tous ces films. Mais c'est ce qui rend aussi... déjà, je pense qu'il y aura un aspect 100% méta, et que cet aspect méta résonne aussi, entre guillemets, avec ou sans Tom Cruise, parce que, bon, c'est sûr que s'ils avaient recassé le héros, ce serait jamais passé. Mais quand on lui dit... vous devriez être amiral 2 étoiles ou que sais-je, vous êtes capitaine et vous continuez à faire n'importe quoi avec nos avions, et que le mec lui dit en gros vous êtes bon pour la casse quoi, vous êtes un militaire comme il n'en existe plus, un héros comme il n'en existe plus. Et pour moi Maverick ou même Top Gun, c'est des blockbusters et des héros de blockbusters comme on n'en fait plus. On en parlait pas mal dans Actionneur avec David pour faire une petite dédicace à notre collègue en commun, mais complètement, moi je lis complètement un truc sur la carrière de Tom Cruise et Hollywood, et les deux sont liés ces dernières années tout particulièrement. Quand je vois ce trailer final avec Ed Harris qui en plus lui-même a toujours ce rôle, tu sais, de militaire de plus en plus gradé au fur et à mesure de sa vieillesse, du coup je trouve ça génial. Et les plans eux-mêmes, c'est quand même assez dingo, tu vois, de mater des trailers. Moi, pour la petite anecdote, j'étais dans le Tromé quand j'ai regardé le trailer sur ma 4G avec mon vieux téléphone, et j'ai quand même, je sais que c'est horrible et qu'il y en a qui vont péter les plombs, mais calmez-vous, c'est qu'un trailer, mais j'ai quand même réussi à être soufflé par les images. Je me suis dit, il se passe un truc quand même, tu vois, pour que je sois vraiment surpris à ce point, c'est que les mecs ont bossé, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Pareil. Et le casting est lourd, très très lourd. Ouais, il y a un beau casting, ouais. Après, moi Top Gun, c'est pas un film que je porte forcément dans mon cœur depuis ma jeunesse, tu vois, j'ai dû le voir 1 ou 2 fois. Non, mais il faudrait que je le remate, tu vois, mais c'est pas un classique pour moi de ma jeunesse, quoi. Donc, ouais, mais c'en est un quand même. Hein. Ouais, non, clairement. C'est vraiment. Mais il manque peut-être ça pour. Je suis un petit peu plus vieux que vous, donc je peux vous le dire. Dans les années 80, Top Gun faisait vraiment partie d'une liste très très fermée de films cultes, quoi. Avec la musique qui passe en boucle, avec des références à droite à gauche. Ouais, c'est un film quand même qui a marqué. Même si effectivement on a tendance à l'oublier, c'est un film qui a vraiment marqué son époque. Et faut pas oublier. Ça, je le sais, j'en suis conscient. Mais de là à me dire, tiens, il y a une suite incroyable, je l'attendais depuis tout le temps. Je sais pas, j'ai pas franchi ce pas encore. Là, après, je me connais, je serai hypé le jour où ça sortira. Mais j'ai envie de dire, forcément, faut dire. J'ai presque l'impression que le film, tu pourras très bien le voir sans aucune référence à l'original. Hein. Bah, c'est possible. Après, d'autant plus. Après, il y a tellement de fanservice dans ce trailer, j'ai l'impression. Oui, il y a du fanservice, mais ce que je veux dire, c'est que ce ne sera pas une obligation d'avoir vu le premier film pour découvrir celui-ci, que même si les gens. Imaginons que ce soit possible qu'on oublie que le premier film existe,
et que qu'il n'y ait que le deuxième, je pense que ça choquerait pas. Ah ouais, non, Parce mais que je pense oui, qu'ils vont c'est assez pas- bien planter le décor, assez bien planter les C'est comme trucs. tu peux regarder Die Hard 2 ou 3 sans avoir vu le premier ou le deuxième. Tout à tu vois. fait. Cela dit, petite parenthèse politique, on n'oublie pas que la maison de production chinoise, qui est en partie derrière le film, nous a forcé à enlever le drapeau japonais sur la veste de Tom Cruise, alors que c'est censé être Ah oui, la c'est veste vrai. de l'original. Oui. Voilà. C'est vrai que j'ai vu les, Voilà. Ah, ça, c'est les une articles anecdote, passer. Pourquoi la veste n'est pas la même que dans le premier? Exactement. Putain. Ah ouais, là on est sur on est sur du lourd, hein. C'est du très lourd. Ouais, c'est lourd. Ouais, bah écoutez, on a fini avec les trailers. On va passer au troisième tiers de ce podcast, qui est... vous savez, ce podcast qui devait durer 45 minutes. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on a parlé Oui. 45 minutes de Picard, c'est pour ça? Ouais. Non, Ok. c'est pas vrai, ça n'a duré que 5 minutes. T'as dû tomber dans une faille temporelle. Ah ouais, Non, mais c'est une dans le mauvaise fois, miroir, c'est tout. Il est tombé dans la Universe. faille de Ah, c'est Thibaut, ça. ça. On va passer du coup à un petit tiers ou un gros tiers, Marvel Studios, qui est revenu à la SDCC Oh putain, on n'a pas parlé pour de ça. annoncer c'est vrai. pour annoncer sa phase 4. Et une phase 4 de 2 ans, chose inédite, puisque jusque-là, ça durait 3 ans et demi, 4 ans, une phase. Je crois d'ailleurs, oui, 4 ans, 3 Ouais, ans, 3 4 ans, ans, 3 ans et un truc demi. comme Ouais. ça. Et du coup, qui a annoncé une phase de 2 ans avec 5 films et 5 séries télé. Du coup, la version 2019 de Marvel Studios commence à intégrer les séries télé avec Disney+ qui arrive et à mélanger les deux médias. Une chose intéressante, puisque d'ailleurs Thibaut, on en parlait, on va pouvoir rebondir sur des réflexions de notre podcast Spider-Man, Ah yes. où quand je te disais certains éléments, tu disais ça me donne absolument plus envie de regarder tout ça, et ils ont été totalement confirmés par les premières séries et films qui vont sortir. Alors je vous fais la liste, et puis après on en parle dans l'ordre que vous voulez. Ça roule. Selon ce qui vous chauffe ou non. Donc on aura Black Widow le 1er mai 2020. On aura du coup en film. On aura en série The Falcon and the Winter Soldier à l'automne 2020. On aura The Eternals le 5 novembre, non le 6 novembre. Ouais, non, on l'aura le 4 du coup. 2020. On aura Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Et là, on va en reparler du coup. Pour le 12 février 2021. On aura WandaVision pour le printemps 2021. Et là, moi, je suis chaud. On aura Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Et là, je suis encore très chaud pour le 7 mai 2021. On aura la série au pire logo de l'histoire des logos de série, Loki. Ah ouais, c'était lourd. Pour le printemps 2021 également. Donc, on a 2 séries au printemps 2021. Donc, on est d'accord qu'une saison, ça dure 3 mois. On aura 2 séries. On aura une autre série, What If. Et là, ça va être lourd, mais lourd. À l'été 2021. On aura la série Hawkeye à l'automne 2021. Donc on a 4 séries de suite on a 3 séries de suite quasiment entre 2 films. Donc 2021, ça va être plutôt chargé. Donc automne 2021, Hawkeye. Et enfin, on finit le 5 novembre 2021 avec Thor, Love and Thunder et une grosse révélation avec le retour de Nathalie Portman, et pas pour rien, et on va en reparler très bientôt. Voilà, j'ai tout cité. 5 films, 5 séries. On a des détails un peu sur tout. Par quoi vous voulez commencer? Qu'est-ce qui vous chauffe? Qu'est-ce qui vous rebute? Bah Manu, j'aimerais commencer par une question, parce que tu disais qu'il y a des choses qui se sont confirmées par rapport à ce que tu disais. Ouais. Et j'ai pas forcément souvenir de ce que tu disais. Par contre, j'ai souvenir de ce que moi je disais. Ce que je disais, c'est qu'ils allaient annoncer des 2, en gros Doctor Strange 2, Black Panther 2, Captain Marvel 2, et ce genre de trucs. Et il se trouve que ces films ne sont pas dans la phase 4. Donc je me suis planté. Doctor Strange 2. Ouais, on a mais Doctor sinon, Strange 2. alors là, tu spoil la suite. Ils ont du coup, Kevin Feige a quand même confirmé Black Panther 2, Captain Marvel 2, Guardians of the Galaxy 3, et il a même lancé un petit Fantastic Four. Et tout ça, c'est pour après la phase 4. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, cette phase 4, elle n'a pas les gros noms. Elle n'a pas Spider-Man, elle n'a pas les Avengers, elle n'a pas Black Panther qui a fait un carton, elle n'a pas Captain Marvel qui a plutôt très bien marché aussi. Elle a 5 séries, 5 films, et c'est presque une phase de pause. Mais c'est là où en fait où je la trouve très étrange, cette phase, et que j'ai
c'est peut-être aussi pour ça. Vous parliez pas mal aussi pendant le podcast sur Homecoming, Far From Home, pardon, que il y avait aussi un truc tout simple, c'est que quelque chose s'était forcément brisé après Endgame. Mais moi, là où j'ai du mal à me hyper, c'est que j'arrive pas à savoir c'est quoi l'idée derrière en fait. J'ai l'impression que c'est juste en gros. Pour moi, il y a déjà dans l'idée, c'est que on est en 2019. La chronologie du MCU, maintenant, elle est en 2023. Et 2023, c'est dans 4 ans. Et du coup, il y a déjà du temps à utiliser pour lancer sa plateforme de série, pour combler des trous, parce qu'à mon avis, dans ces trucs-là, il y a du post-endgame, mais qui permettra de combler aussi des trous. On va en parler avec Black Widow, par exemple, de combler des trucs, du temps intermédiaire. Quoi. C'est l'antichambre de ce qui va venir, tu veux dire. Et c'est l'antichambre de ce qui va venir, et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un point commun à la plupart de ces séries, c'est qu'il y a clairement, alors je me souviens parce que j'en avais parlé avec Arnaud à l'époque où j'avais fait mon dossier sur Comics Blog du post-endgame, vous savez, où j'expliquais les timelines. Et Arnaud il m'avait dit non mais Marvel Studios, jamais ils utiliseront le multivers, ça restera une timeline. Tu vois. Et là, toutes les séries quasiment, enfin il y en a une bonne partie, que ce soit les What If, WandaVision, Doctor Strange, Loki. Ça se base sur du post-endgame et des réalités alternatives. Une fois que tu voulais voir, une fois que tu avais vu Endgame, c'était quand même dur de soutenir qu'ils n'allaient pas utiliser le multiverse vu le nombre de petits clins d'œil qui. C'est clair. Surtout qu'ils en parlent dans le premier Doctor Strange, si je me trompe pas, il y a quand même, c'est évoqué, ça c'est dit que ça existe. Ouais. Mais avant que vous partiez dans un nouveau débat de nerd sur les multiverses et tout ça, du coup, pour reprendre ma pensée, c'est que ouais, exactement, j'ai carrément du mal à me hyper là-dessus parce que j'arrive pas vraiment à savoir si je suis dans un truc où on est. Parce que il y a un truc lassant, entre guillemets, dans la toute-puissance de Marvel Studios. Tu vois, je pense que le parfait exemple de cette puissance-là, c'est faire revenir Nathalie Portman dans le rôle de Mighty Thor, alors que c'est limite si on n'avait pas l'impression qu'ils n'étaient pas sur le point de s'assassiner, Kevin Feige et Nathalie Portman. Je trouve que ça témoigne de leur puissance. Mais d'un autre côté, du coup, on sait qu'ils font désormais ce qu'ils veulent, et s'ils veulent annoncer une phase courte qui en gros sert à, comme tu disais Manu, un peu poser le rythme, raccrocher les wagons, attendre pour revenir avec des grosses licences, etc., eh ben ils peuvent le faire. Mais d'un autre côté, du coup, je sais pas si c'est ce que j'ai envie de voir. Étrangement, ce que j'avais pas envie de voir, c'était juste des suites de ce qu'on avait déjà eu. Donc j'avais envie d'être surpris. Mais d'un autre côté, être 200% surpris avec que des titres que je connais pas forcément et me dire que je vais passer les 2 ou 3 prochaines années à mettre l'intrigue fil rouge du MCU en pause, ça non plus en fait ça me fait pas tellement kiffer. Et du coup je me retrouve dans cette position un peu étrange où je me dis ok, est-ce que je dois continuer à m'investir dans Marvel Studios, ou est-ce qu'au final maintenant c'est un peu comme Marvel en comics, et les mecs peuvent créer ce petit truc là qui va durer une saison, 3 mois, parce qu'il y a aussi 6 films en 2021, enfin 6 productions en 2021, donc tu te dis que les trucs vont se chevaucher à une telle vitesse que si t'as pas aimé un film... Non, c'est plus que ça. Il y a 3 titres du coup en 2020 et 7 en 2021. Ouais, donc tu vois ce que je veux dire, 7 en 2021, ça veut dire que t'as pas le temps de digérer un film qui a déjà un autre truc qui est sur les écrans. Donc d'un côté, j'ai envie de dire... j'ai pas envie de finir vieux con et de dire que du coup je suis pas hypé ou que c'est nul ou que j'aurais pas fait comme ça, mais d'un autre côté voilà, je pense que je vais prendre ce qu'il y aura à grailler et ce qui me plaira, et que si c'est un peu la phase de pause, on fera une pause, c'est pas grave. Mais je trouve ça dommage d'être revenu à la SDCC pour faire ça en fait. Enfin, tu vois, genre à part Love and Thunder, et encore on avait eu la confirmation que Taika Waititi revenait déjà. C'est pas j'ai pas sauté au plafond. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une annonce de type très très lourde, du style Fantastic Four, ce sera avec machin, ou ce sera dirigé par telle personne, quitte à ce que ça soit de l'effet de l'annonce et qu'on attende 5 ans de plus. Mais ça tu l'auras dans 1 ou 2 ans cette annonce là. Ouais, mais j'ai pas compris du coup si la suite... Ou à la D23 peut-être. Non, mais je pense pas qu'il faut la D23. Sachant qu'il y a une annonce qu'on n'a pas donnée là-dedans. C'est-à-dire, il y a un truc qui a été annoncé aussi et qui est pas dit là-dedans. C'est l'annonce de Blade. Ah oui, exact. ouais, c'est l'annonce de Blade. Mais du coup, c'est censé être une phase 5 déjà, Blade, c'est ça ?
Ouais, ça. Et puis c'est pareil, du coup, ça pose des questions. Est-ce que Blade, ça peut être comme le Blade d'avant? Parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose de mettre Blade dans le MCU et de mettre Blade dans un univers. Déjà, c'est introduire les vampires dans le MCU. Aussi. Donc voilà. En fait, je suis sorti avec plus de questions que d'excitation. Et mais je sais pas, moi ça m'a bien chauffé. Du coup, c'est pas le genre de Mais en questions plus, à la Westworld où j'ai envie d'en savoir plus. C'était plus en mode bon bah c'est là, je prendrai, mais en l'état, j'ai pas non plus envie de faire mon connard. Donc tu vois, on va laisser couler, et on va profiter de ce qui est bon. En plus, pour décortiquer un petit peu. 2020, du coup, on commence avec Black Widow. Black Widow, c'était annoncé depuis longtemps. C'est annoncé comme du post-Civil War. Et en même temps, ça va parler de Budapest, dont on nous parle depuis le premier Avengers. Donc, ça va être full flashback. Clairement, il va y avoir moitié flashback, moitié de l'inter-Civil War, inter-Infinity War. Et je suis à peu près sûr qu'il va y avoir aussi du inter-Infinity War et Endgame, puisqu'on a vu Scarlett Johansson avec sa coiffure de Endgame au tournage, quoi. Et est-ce que c'est le moment où il faut parler du méchant aussi? Taskmaster. Du coup, parce que j'avais vu le design leaké là sur le tournage, et là j'ai vu le concept art, et je le trouve abominable le costume. Je trouve vraiment moche. J'adore Taskmaster, ça fait partie de mes vilains. Tu sais, tire ce couteau là dont tout le monde se fout, mais je trouve qu'il a un design hyper cool. Et je trouve que ce qu'ils en ont fait, c'est l'énième perso tactical nul façon c'est un peu Crossbones, Marvel quoi. Cinematic Universe. Voilà. Mais même pas, parce qu'ils ont même pas eu les couilles de lui faire un masque en vraie tête de mort, quoi. C'est juste un vieux masque avec des espèces de lunettes de soleil là qui sont trop chum. Alors qu'à l'inverse, après c'est un concept art, on verra à quoi ça ressemble au final. C'est pas impossible. Ah non, mais le costume c'est celui-là. Hein. Enfin, tu peux taper Marvel Studios, ou Black Widow 7 leak ou je sais pas quoi, et ça ressemble à ça. Hein. Donc j'étais doublement déçu. Voilà, c'était juste ma parenthèse nerd de vilain plus ou moins ridicule. Voilà. Mais du coup ça reste un projet. C'est un projet super intermédiaire parce que bon, on connaît le sort de Black Widow. J'imagine que ça va nous poser une nouvelle Black Widow pour la suite. À mon avis, Florence Pugh, comment ça se prononce son nom d'ailleurs? Je sais pas. Elle est pas là pour rien. À mon avis, ça va être la prochaine Black Widow ou quelque chose comme ça. Et avec la proximité entre Black Widow et Falcon Winter Soldier, je serais pas étonné que Taskmaster finisse dans la série. Ah ouais. La série qui va d'ailleurs voir le retour de Zemo. Ça, on en avait parlé en podcast. Ah oui, c'est vrai. Ça ne chauffait pas du tout, mais c'est annoncé, c'est officiel. Zemo revient dans la série. Mais c'est pas le même Zemo de Civil War, si? Si, c'est le Zemo de Civil War. Ah, moi, ce que j'avais cru, quand on parlait du mandarin qui revient a priori dans. On en a parlé, ouais. Ouais. On a parlé des deux. Ouais, mais du coup, je pensais que c'était dans le même sens que le mandarin, c'est-à-dire qu'en fait, on allait apprendre que Zemo serait non, c'est le Zemo, Civil War, l'original des comics, quoi, entre guillemets. Comment il s'appelle? Daniel Brühl. Ok, Daniel Brühl. Non, mais ça, je suis sûr, j'aime bien. Et a priori, il va avoir son masque de Zemo. C'est vrai que moi, avoir une suite à Civil War par rapport à ce personnage-là, je trouve que c'est assez intéressant, mais comme République, moi, je suis pas chaud sur grand-chose. Hein. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, effectivement, sont intéressantes dans le sens où je crois qu'il y a au moins 4 projets, c'est pour asseoir une relève d'un personnage. Il y a juste Thor, à la rigueur, qui me chaufferait parce que Waititi, parce que Chris Hemsworth, mais qui me refroidit un peu parce que Nathalie Portman, quoi. Moi, je trouve qu'elle est... What? Ouais, je suis désolé pour ton crush, mais moi, Nathalie Portman... Non, mais c'est pas un crush, je trouve que c'est exceptionnel, en fait, Mighty Thor, en fait. Enfin, le personnage de Thor féminin. Non, mais moi, le principe, oui, moi, c'est l'actrice, je parle juste de l'actrice. Ah, ok. Du coup, ça me fait chier que ce soit Nathalie Portman, tu vois. J'aurais préféré que... Alors, soit qu'il recaste le personnage de Jane, soit que ce soit un autre personnage, tu vois. Vraiment, l'actrice, j'ai du mal à imaginer comment ça peut fonctionner. Bon, après, j'ai quand même confiance au réalisateur. Moi, c'est le perso, j'ai un peu du mal à voir comment ça va fonctionner. Parce que Jane Foster version MCU, c'est pas Jane Foster. C'est vrai. Déjà, c'est vrai que donc, du coup, je me demande comment ça... Oui, mais bon, c'est quand même Nathalie Portman. Mais au niveau perso, entre toutes ces expériences, plus le fait qu'elle a été possédée par les terres, ils peuvent lui sortir un cancer à un moment, ils peuvent trouver quelque chose. Mais ouais, je me demande, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, cette Jane Foster du MCU qui a disparu depuis un moment.
Et c'est pour ça que, en fait, ce que j'essayais de soulever, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de liens série télé-film. Oui, bon, ça c'est. Ouais, Bah, je pense déjà, que ils les ont mis dans la même timeline, ce qui est proprement inédit au sein du MCU parce que soit on a eu les séries Disavowed que sont Netflix, ou soit on a eu ABC où on se contentait de quelques points de connexion ça et là. Donc là, on est vraiment dans un chantier qui est tout autre. Donc, la promesse qui nous avait été effectivement, faite il y a quelques années, quoi. Et puis, si tu prends WandaVision qui sort au printemps 2021, ça a été teasé qu'il devrait y avoir Doctor Strange dedans. Ouais. Et en même temps, le 7 mai de la même année, du coup ça reste au printemps, t'as Doctor Strange and the Multiverse of Madness qui va avoir en rôle principal avec Doctor Strange Scarlet Witch. Du coup, c'est crossover série-film coup sur coup, quoi. Mhm. Et un peu plus tard dans l'année, t'as Loki et t'as What If avec du coup des persos, enfin à peu près tout le cast du MCU qui revient dans des What If. C'est ça animé, m'étonnerait hein, pas faut que les préciser. deux séries. Ouais, mais ça m'étonnerait pas que les deux séries jouent sur un multivers qui va venir influencer Thor Love and Thunder, tu vois. Mais du Que coup, peut-être la Jane Foster qu'on va voir dans Love and Thunder soit pas celle qu'on a connue dans le début du MCU. Mais du coup, là, tu me survends un truc qui est un projet qui n'existe pas encore, sans doute, chez Marvel Studios. Enfin, Bah, si, je suis pas sûr. je le souhaite, mais d'ailleurs, ce serait mortel. mais Enfin, si tu en regardes, gros, ce serait la raison d'être de cette phase 4. Jane Foster, pour qu'elle soulève Mjolnir, faut qu'il y ait Mjolnir. Mjolnir, il n'existe plus dans le MCU, il a été détruit, tu vois. Ouais, mais ça, c'est Il le genre de existe truc dans que d'autres tu... timelines, dont c'est- la timeline où Loki il est en train de se balader, ou dans des what if. Imagine, en fait, elle devient... elle sort d'un what if, en fait. Elle peut sortir d'un what if Jane Foster was Thor. Et d'ailleurs, il Franchement, existait y a un film what derrière if sur le à personnage, l'époque. tu vois. Si Jane Foster avait trouvé le marteau de Thor. Moi, je trouverais pas déconnant que, puisque Vendavision Doctor Strange le tease, que Loki What If soit en lien avec Thor, tu vois. Ouais, bah après, ce que tu me vends, c'est la raison d'être de cette phase 4, quoi. C'est l'introduction du multiverse dans une phase qui a pas besoin de durer 4 ans, avec des projets qui... Et qui mélange série et film. Ouais, voilà, c'est Il y a clairement, 100% cohérent. Maintenant, vu que les mecs l'annoncent pas tel quel, soit c'est une big surprise et on va s'en rendre compte au fur et à mesure et on va se dire oh putain c'est le next level du cinématique univers, c'est que ça se prolonge sur tous tes devices, tu vois, genre le cauchemar du consommateur. comment dire, de la pop culture de transformer à la sauce capitaliste. Mais d'un autre côté, pourquoi pas. Maintenant, je me méfie toujours, quoi. Plusieurs fois, on a été plus intelligent que l'ont été les studios. Souvent. Et ça fait toujours un peu mal quand on se dit putain, ils avaient quand même l'occasion, tu vois, de mettre ça. Et tu vois, c'est pareil, ils ont quand même nommé leur truc l'Infinity War Saga ou je sais plus quoi là. Infinity Saga, ils pouvaient très bien dire là on rentre dans la multivers saga et puis c'est bon, tu vois, on comprenait tout de suite. Et limite les connards comme moi qui étaient pas tout à fait hypés, ils devenaient tout de suite super intrigués parce que je le suis depuis que Manu m'a dit son truc. Mais je me suis aussi hypé en disant que s'il y avait Mysterio dans Spider-Man et qu'il était dirigé par Nick Fury, c'est qu'ils allaient faire Dark Avengers ou Thunderbolt, c'est pas du tout. Donc tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais si t'as vraiment justement le prochain arc c'est le multivers, moi je trouverais ça plus sympathique qu'ils ne l'annoncent pas et puis que les gens le découvrent au fur et à mesure. Ouais, bah bon, après, d'un autre côté, il y a quand même déjà après, de tu gros peux indices. sortir un Fantastic Four début de... Ah oui, ça serait assez facile. Eh bien voilà, vous m'avez vendu la phase 4, merci Manu. C'est pour ça que je fais ce podcast. Quand ils ont annoncé ça, ils ont dit que Fantastic Four, ils l'ont en carton et que ça sera annoncé plus tard, quoi. Ouais. Mais bon, de quoi on n'a pas parlé là-dedans? Ah oui, du coup, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, du coup, bah, on en parle en podcast. On se disait, enfin, je t'avais dit, il y a des chances que ça revienne sur les 10 anneaux et ça revient sur les 10 anneaux. Et on a un mandarin officiel, dont j'ai perdu le nom d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai, ils ont déjà casté le mandarin. Ouais, ils l'ont annoncé il y a un l'autre vrai jour. mandarin dedans. Ah ouais, putain, j'ai même pas suivi. Ok. C'est aussi pour ça que je viens dans ce podcast. Ah bah attends, faut que je te retrouve l'article. Ah là là. Oh, dur. Ok. Enfin, dur. Vous connaissez mon amour pour Iron Man 3, mais bon. Voilà. Ah oui, mais en même temps, ah putain, j'ai pas du tout ouvert. Non, mais c'est pas grave, Manu, enchaîne. On a The Eternals, et là, The Eternals, gros casting. Du coup, on avait Richard Madden qui était teasé. Angelina Jolie, elle était teasée depuis un moment, il me semble. Et Salma Hayek aussi. Ouais, de ouf. Salma Hayek. Attends, il y a Salma Hayek dans le film, j'ai pas suivi. Il y a Salma Hayek dans le film. Moi, rien que pour ça, je vais aller le voir. Elle est pas sur toutes les photos SDCC, mais on la voit. Enfin, si, elle est là quand même. Mais... Ok. Ouais, on a Liam McCurf, que je connais pas trop, mais qui joue Sprite, mais
C'est une ado, donc je sais plus dans quoi elle a joué, mais elle a pas joué dans grand chose. Je crois qu'elle a 3 trucs à son actif, dont The Eternals. Il y a Brian Tyree Henry, et là je suis chaud. Du coup, si Brian Tyree Henry, vous connaissez pas forcément si vous avez pas maté Atlanta. Ouais, mais ceux qui savent. Mais il double. Qui double d'ailleurs? Il double un des persos de Spider-Verse. Bah c'est pas Prowler. Tu crois que c'est Prowler? Je sais Parce pas. que du coup, Mahershala Ali, c'est son père. Peut-être Prowler, ouais, t'as peut-être raison. Ok. Ou le Caïd, je sais plus. Enfin bref, c'est un gros casting, quoi. C'est un casting d'un film. Les Eternals, c'est pas le truc le plus connu de Marvel. Moi, j'en ai pas lu des masses et c'est pas édité régulièrement. C'est pas les X-Men, c'est pas les Avengers. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est même pas les Inhumans qui devaient sortir en juillet 2019 d'ailleurs. Techniquement, historiquement, les Eternals sont arrivés avant les Inhumains, et c'est à partir d'un Eternals que les Kree ont créé les Inhumains. Parce que les Inhumains ont été créés par les Kree, à partir d'un prisonnier Eternals. Et les Eternals, eux, ils ont été créés, c'est une branche de l'humanité qui a été créée par les Celestials qui les ont imbibés d'énergie cosmique, en fait. Donc globalement, c'est des demi-dieux. Hein, du coup, Manu, on s'est trompé pour ce bon Brian. Donc c'est lui qui incarne le papa et c'est Mahershala Ali qui joue le Prowler. Ah, qui joue Prowler, ok. D'accord, j'avais un doute. Ouais, c'est plus logique comme ça. Ouais, c'est vrai que maintenant qu'on le dit, c'est très logique. 3 rôles Marvel en quelques années. Exact. Il avait joué dans une série Netflix, du coup, ouais, exactement. Et il va jouer Blade, parce qu'il a appelé pour dire j'ai envie de jouer Blade. Et les mecs lui ont dit, bon, t'as un Oscar, t'es sympa. Ah, et 2, ouais. Du coup, voilà, The Eternals. Donc, à mon avis, ça va faire un effet. Je sais pas si ça va faire totalement un effet Guardians of the Galaxy, parce que ça m'étonnerait que ce soit le même niveau de déconne. Par contre, au niveau ouverture de l'univers Marvel, The Eternals, c'est assez lourd. Parce qu'au niveau de la mythologie que ça ouvre. Visuellement, il faut qu'ils assurent. assurent. Potentiel pour la suite. C'est une famille ou pas en fait, les Eternals, un peu comme les Inhumans sont une famille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Manu. Non, je suis pas sûr, non. Ok, parce que je me disais que ça pouvait être aussi une sorte de test un petit peu pour l'univers Fantastic Four. En tant que famille, en tant que tu vois, t'as un groupe de héros plutôt que. C'est un truc qu'on n'a pas encore vu dans le Marvel Cinematic Universe. Déjà, ils sont quasi immortels. Et en fait, le groupe qu'on voit là au casting, c'est un groupe qui reste sur Terre alors que la plupart des Eternals sont partis, quoi. D'accord. Il y a un moment, les Eternals partent de la Terre, ils vont, je sais pas, sur. J'ai un peu peur de ce que ça pourrait donner du coup, mais ok. Je me demande, moi j'ai un peu peur niveau menace qu'il faut mettre en face. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Des persos ils sont quasiment invulnérables, en plus pour les blesser, faut y aller, quoi. Ils peuvent se régénérer, ils sont inépuisables. Enfin, c'est plutôt lourd. Ils ont tous plein de pouvoirs. Donc je me demande à quoi ça va ressembler. Mais d'un point de vue mythologique, ça ouvre des portes énormes. Mais je trouve que c'est un beau pari, hein, en plus d'avoir mis Inhumans de côté, d'avoir fait une série télé dégueulasse à côté, pour finalement partir sur les Eternals. Je trouve que c'est pas. Non, mais ce qui est dommage, c'est qu'Angelina Jolie, elle aurait pu faire une pure Medusa, quoi. Non, ça aurait été Jessica Chastain. Aussi, mais bon. De quoi on n'a pas parlé? Du coup, WandaVision, Loki, c'est annoncé comme du post-Endgame. Donc Loki, c'est le Loki qui se casse avec le cube dans la timeline de 2012 d'Endgame. Et WandaVision, ça se passe après. Et du coup, il doit y avoir du multivers, mais on sait pas sous quel. on sait pas comment ça va jouer. On en est sûr de ça, qu'il y aura du multivers dans WandaVision? C'est à peu près sûr, déjà parce que ça se passe dans une époque qui semble être à peu près les années 50. D'accord. Donc et puis Vision, il est mort Et Vision est mort. Ouais, Vision est mort si je me souviens bien, dans le comics, c'est la sorcière rouge qui le fait revenir. Enfin, elle le ressuscite à un moment donné, donc. Ouais, non, mais du coup, si elle peut le faire revenir aussi en tant que, elle crée une. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par du multivers pour jouer cette carte-là, quoi. Mais pourquoi pas, hein. Effectivement, ce serait plus cohérent de jouer. Ce qu'a dit Manu, il a dit qu'on était sur la phase de multivers, hein, donc on y va à fond. Je suis d'accord. Et puis on crossover avec Doctor Strange qui traite du multivers. Oui, voilà, donc oui, effectivement, ça c'est. Il y a des chances que ça joue là-dessus. Je pense. Lourd. Ah oui, et puis une chose que j'ai pas dit, et c'est passé un peu inaperçu, dans WandaVision, on aura Monica Rambeau adulte. Ah ouais, délire. Alors, dans quel contexte, je sais pas, je trouve ça assez délire, mais du coup on aura Monica Rambeau adulte, qui est l'actrice et tout, elle est castée, donc la fille de Maria Rambeau de Captain Marvel, la gamine de Captain Marvel du coup,
elle sera adulte dans WandaVision. Mhm. Futur Photon, en fait c'est elle la première Captain Marvel à la base, mais enfin la deuxième. Doctor Strange, on n'en sait pas des masses de plus à part que ça part de... ça sera un duo avec Scarlet Witch. Moi je suis super chaud parce que du coup on va explorer cette phase, cette partie un peu plus mystique de Scarlet Witch et je suis super chaud. Le truc qui moi m'a chauffé, c'est que Scott Derrickson a priori convoqué l'idée d'avoir un film d'horreur gothique pour le annoncé comme le premier film d'horreur de Marvel Studios. Alors après, il y a les annonces et il y a les faits. Ouais, mais On verra. je trouve pas emballé tout à l'heure. que Doctor Strange visuellement c'est peut-être le film Marvel Studios qui a été le plus loin. Donc j'aimerais bien que effectivement, enfin s'il y en a un sur lequel je miserais pour aller un peu plus loin aussi, c'est celui-là quoi. Voilà. Ok. Loki, donc j'en ai déjà parlé, mais il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que du coup, un truc qui me perturbe quand même, c'est que c'est un Loki qui a pas eu tout l'arc narratif qu'on a connu dans les films du coup. C'est un Loki qui repart de sa base d'Avengers. Alors après, il a été un peu retcon dans l'univers, dans le MCU, officiellement, il a été dit que le Loki d'Avengers, il était manipulé mentalement par Thanos. Et du coup, c'était pas full Loki, tu vois. Ouais, c'est un peu nul ça. Alors je suis un peu perturbé par cette idée. Ouais, on verra si c'est exploité. On verra ce que ça donne. Ouais. Ça a le temps de changer 3 fois le temps que la série sorte. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il a pas, il a pas cette progression qu'il a connue avec Thor en parallèle. Donc bon, c'est un personnage. Et en même temps, si on avait une série où c'était le Loki avant qu'il meure, le Loki du passé. Qui traversait l'histoire et on nous montrait son passé quoi. Ça aurait été complètement inconséquent parce que ça aurait été purement un préquel et on savait comment ça finissait. Donc j'attends de voir. Après, est-ce qu'on peut pas avoir aussi plusieurs versions de Loki à ce moment-là et ça pourrait. S'il s'amuse à voyager à travers les dimensions, ça peut, on sait jamais. Ça serait marrant d'avoir Kid Loki pour un épisode ou un truc comme ça, tu vois. Franchement, s'ils nous sortent un Kid Loki, moi je suis fou. Ah bah pareil. What If, je sais pas sûr qu'ils ont annoncé le cast, mais je suis pas sûr qu'ils annonçaient les histoires. On savait que la première c'était et si Peggy Carter avait été le Super Soldier. Donc on aura une saison sur ce thème-là et peut-être des fuites vers le reste. Moi je te dis, je serais pas étonné que ça nous mène vers Natalie Portman en Thor, quoi. En tout cas, moi pour cette série-là, le truc sur lequel je vais vraiment être attentif, c'est la direction artistique de l'animation. Parce que ça sera vraiment déterminant, plus que le reste, finalement. Il y a des chances que ça soit varié. Hein. Tu crois qu'ils vont changer d'épisode en épisode ? Ça serait pas mal, ça, ouais. Ah ouais, moi je le verrai à l'animatrix. Ça serait parfait, ça, ouais. Je pense qu'il faut, de toute façon, s'ils veulent vraiment créer. Peut-être que je m'emballe, mais je le verrai bien comme ça. Et enfin, Hawkeye. Alors Hawkeye, Jeremy Renner en Hawkeye et Kate Bishop. Qui reste à être casté. Très très lourd. Du coup, avec un logo à la Fraction Aja. À la Fraction Aja, voilà. Donc, du coup, on n'est pas du tout sur un esprit multivers, là. On est plutôt sur une série street, si c'est dans l'esprit du comics, street bien. Est-ce qu'ils vont caster Christopher Waltz en méchant ? Parce que je pense que David Aja avait basé le méchant avec j'ai perdu son nom, celui qui avait la larme sous l'œil, comme Gucci Mane. Et ben c'était totalement Christophe Waltz. Par contre, j'ai pas hâte de voir un truc et on en rigole beaucoup avec JB de manière plus ou moins jaune. C'est Jeremy Renner avec la relation assez étrange, je dirais pseudo flirt. Entre Kate Bishop et Clint Barton, je suis pas sûr. Ça dépend quel âge a leur Kate Bishop, on va dire. Je veux pas voir ça, moi. Je veux pas voir ça du tout. Ah non, mais tu peux voir. En tout cas, il a sa famille, c'est bon. C'est bon, il a sa famille, mais sont-ils revenus intacts ? Parce que eux, ils sont revenus intacts, mais entre temps, il a perdu sa petite Black Widow et ça se trouve, il va pas très bien. Bon, bref, vous m'avez compris. Non, tu me mets des images en tête, j'ai pas envie. Ouais, non, je sais, je suis désolé. Moi aussi, par contre, ça m'intéresse. Non, mais on a envie de voir la série quand même. Non, je parlais des images que Manu avait en tête. Ah ouais, ok, très bien. Non. Ok, appelez la police, s'il vous plaît. Bon, on a fait le tour. J'ai pas tout détaillé. Il y a d'autres détails, il y a des castings, peut-être des vilains qui ont été rattachés à certains trucs.
mais on en a déjà pas mal parlé. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Donc, en tout cas, derrière ça, Kevin Feige a du coup annoncé Blade tout en disant que c'était pour la phase 5. Ok. C'était le One More Thing du coup. Comment ? C'était un peu le One More Thing. Ouais. Bah, je sais pas si t'as vu quand il le dit, mais il dit, tu sais, il fait toute une phrase, il fait on n'a même pas eu le temps de vous parler de Captain Marvel 2, on n'a même pas eu le temps de vous parler de Black Panther 2, on n'a même pas eu le temps de vous parler des Fantastic Four, on n'a même pas eu le temps de vous parler des mutants. Ah ouais. Tu vois, il lâche du lourd. Et derrière, il fait par contre, on a un autre truc à vous dire, et puis là, il y a Marcella qui arrive. Et il fait, je crois que t'as une casquette, il met sa casquette, il y a marqué Blade dessus, tu vois, à la Marvel Studio, quoi. Ouais, la petite mise en scène qui fait grosse annonce plaisir. à la Marvel Studio. Mais ouais, je suis chaud. En plus, il a quoi ? Il a 45 ans, je crois. Donc, ça peut être un Blade un peu plus vieux, et ça peut être un Blade qui a, tu sais, ils avaient voulu faire à un moment le projet avorté de La série Blade avec sa fille, ouais. il pourrait faire ça, peut-être. Ça pourrait C'est être clair, marrant. c'est clair. Tu vois ? Après, moi j'avais très envie de voir John Boyega en Blade. Mais pas du tout. Hein. Ça aurait été mon kiff. Mais non. Mahershala Ali, je suis chaud. Ouais, je trouve qu'il est bien casté, ouais. Bon, est-ce que je vous ai redonné un petit peu foi dans l'avenir du MCU ? Bah franchement, Manu, tu m'as vendu... de voir des trucs. Bah disons que moi il me manquait un peu une raison d'être, un fil conducteur. Une raison d'être pour cette phase 4, hein, je vous rassure, ça va un peu mieux. Donc ouais, c'est vrai que ça m'a bien chauffé. Après, je nous connais, nous autres nerds qui aimons prendre les infos dans tous les sens. On voit malheureusement aussi ce qu'on veut voir parfois et on finit par se hyper ou être, comme je le disais, bien plus malin que ne peuvent l'être les studios. Donc à voir. Mais c'est vrai que ça aurait du sens et tu devrais écrire un truc là-dessus, Manu, ou en tout cas, si vous trouvez que... comme moi, Manu vient de marquer quelques points. N'hésitez pas à partager ce podcast afin que cette théorie soit popularisée, tout simplement. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager ce podcast. Bon, dans tous les cas. N'hésitez pas à partager surtout si vous le aimez podcast Picard, de Lost Rider, Star Trek. et à mettre 5 étoiles sur... En fait, j'ai pensé à toi, Thibaut. Oui, dis-moi. Parce que j'ai regardé ma note sur Apple Podcast et j'ai 5 étoiles. Oh, beau gosse, beau gosse. J'ai 4 votes, quoi. Ah bah ouais, mais bon, beau gosse quand même. Du coup, messieurs, je vous remercie pour ce podcast de 45 minutes plus 1 heure. Ok, ouais, aucun donc on problème. était presque dans les temps, finalement. Ouais, exactement, presque dans les temps. Je vous dis à bientôt, puisqu'on se reparlera avec l'un et l'autre, c'est sûr qu'on se reparlera prochainement. Comme je le disais, du coup, écoutez l'Outrider de République, Yes. SW Outrider pour Star Wars Outrider sur les réseaux sociaux. Exact. Écoutez Guigui nous parler de Twin Peaks, nous parler de Star Trek, nous parler de X-Files et de tout ce qu'il kiffe sur sa chaîne YouTube et peut-être prochainement sur d'autres stations audio. Ou acheter ma BD qui sortira en novembre aussi, ça sera bien. Zone 57. Voilà. Acheter Zone 57 qui a fini son Kickstarter. C'est Kiss Kiss Bank Bank. Kiss Kiss Bank Bank à 104%, quelque 106, chose comme ça. Ouais. Récemment. Et du coup, qui est validé et qui sort fin d'année. Si vous n'avez pas déjà acheté les fascicules, moi j'aurai les deux de toute façon. Est-ce que tu feras une review sur ta chaîne Geeky de, je sais pas, une sorte de boire un château Picard, tu vois, pour nous dire ce que ça vaut et tout. Bah, comme je te disais tout à l'heure, ça serait avec plaisir, mais ça serait pas le vrai. Tu vois, il y a celui de la réalité et celui de la fiction. Donc, tu vois, il faudrait que Château Picard, je vais les contacter les mecs, je leur dire écoutez, allez en Bourgogne. Franchement, contactez-les. Franchement, tu prends 10% du deal. Je suis sûr, les mecs, ils vont faire l'OP du siècle. Hein. C'est clair. Et franchement, il y a Romain Bramy qui était à la Comic Con de San Diego. Il me disait si j'avais acheté du vrai Château Picard là-bas et que j'aurais revendu, j'aurais payé mon voyage. Bah, voilà. Bah clairement. De toute façon, là-bas, t'achètes des Lego, tu reviens, tu payes ton billet d'avion. Donc, Ok. Et ben, en tout cas, merci Manu de m'avoir invité, c'est simple. Pareil, merci Manu. Et ben, je t'en prie, c'était cool. À bientôt les gars. Merci. Et puis longue vie et prospérité. Now, there's a lot of other stuff we didn't get a chance to talk about today. We didn't even mention that we're making Black Panther 2. Didn't come up. We didn't mention the fact that Guardians of the Galaxy 3 is coming. We didn't have time to talk about Captain Marvel 2 on the way. I didn't even have time to talk about the Fantastic Four. And there's no time left to talk about mutants and how mutants come into the MCU. But you know what? All that stuff's been rumored. You've heard about rumors. But I want to leave you today with one more thing.
that I don't think has been rumored about. Ladies and gentlemen, two-time Academy Award winner, Mahershala Ali. It looks like you brought your own hat, Mahershala. You did? What is that?